ça finit sur Twitter. Sarah dans la clip avec Sarah. Vous avez manqué. C'est bon? Ouais. Tu t'équipes. Maxime, t'as bien tous les sons? Les 4 micros marchent bien? Tout marche bien? Je sais pas. Ouais, il faut séparer. Faire juste tout doucement pour pas. Ouais. Maxime, ils sont entremêlés, non? Ou c'est moi qui suis trop tatillon? En fait, j'ai peur que quand elles partent, je parte. En fait, ouais. Je vais faire. C'est pas que j'oublie de te donner le micro. Hein. Je vais le mettre comme ça sur. Ouais. On va pas montrer les Comme c'est loin, loin, par la première question, toi les gars. Ok. Après, je laisse le micro à Yann. Ouais. Tu peux qu'il va pas frotter. Le cadre, il va jusqu'en bas, Maxime? Il va jusqu'où en. Non, c'est bon, t'inquiète, tu l'as jusqu'à la cuisse, enfin, même jusqu'en bas. Ouais, c'est pour savoir c'est à quel point le câble je le cache en fait. Non, mais c'est bon, tu peux le laisser. C'est bon, t'es sûr que ça fait pas trop. T'as bien, c'est bon, au revoir. Ouais, hop. Ouais, comme ça, c'est parti. Sûr? Ouais. Ok. Distanciation physique, Yann, on n'y est pas. Ouais, Hein. c'est limite. Ouais. Heureusement qu'on est jeune. Ouais, si tu veux te mettre plus là, tu peux. Hein. Non, Tu veux me virer, dis-moi. mais non. Non, je rigole. Non, mais ça va. Si c'est pour se faire allumer sur les réseaux sociaux, bah, Ouais, c'est clair. évidemment, d'en mettre des. On dirait qu'on a déjà été immunisé. Ça sera peut-être une question de l'internaute d'ailleurs. Ouais. Dis donc, est-ce que Pour nous. Que faites-vous si proche? Ça, c'est sûr qu'on va voir les commentaires. Et Islande. Ouais, je vais me mettre là en fait parce que si je pose une question à Mathieu, je vais être un peu. Bonsoir, bienvenue au JSD Parents Live, l'émission de débat mensuel du journal de Saint-Denis. Le dernier rendez-vous de la saison est consacré aux élections municipales qui ont été suspendues dans tout le pays durant 3 mois en raison de la crise du Covid-19. Le second tour du scrutin est prévu pour ce dimanche 28 juin. À Saint-Denis, ville de 112 000 habitants, dirigée depuis la libération par le Parti communiste, ce sont 2 listes qui s'affrontent. Notre Saint-Denis, celle du candidat socialiste Mathieu Hanotin, 41 ans, conseiller départemental, arrivé en tête du premier tour du scrutin le 15 mars dernier avec 35,3% des voix. Bonsoir Mathieu Hanotin. Bonsoir. Vous êtes soutenu par le PS, Génération, le Parti animaliste et Allons enfants. Le Parti socialiste de gauche, membre de l'actuelle majorité, a appelé à voter pour votre liste au second tour. J'ai juste oublié le Parti radical de gauche. Et la liste est complète. Merci pour la précision. La liste Vivons Saint-Denis en grand, c'est la liste portée par le maire sortant communiste Laurent Russier, 46 ans, arrivé en 2e position au premier tour avec 24% des voix. Bonsoir Laurent Russier. Bonsoir. Votre liste est soutenue par le PCF, Europe Écologie Les Verts, Place Publique, les radicaux de gauche et la gauche républicaine et socialiste. Donc à 6 jours du second tour des municipales, rappelons que le premier tour du scrutin a été marqué par l'abstention. 14 295 Dionysiens seulement se sont rendus aux urnes. Et ces derniers jours, la campagne électorale a également été mouvementée. La fusion attendue entre la liste du candidat à la France Insoumise, Bali Bagayoko, qui a obtenu 18% des voix au premier tour, et celle de Laurent Russier n'a pas eu lieu. L'un des points de crispation, l'élu Majid Messaouden. Malgré ces 18%, la France Insoumise locale a fait le choix de se retirer. Ce débat d'entre-deux tours est co-organisé avec le média en ligne Le Bondi Blog. Ilyes Ramdani, rédacteur en chef du Bondi Blog, et Yann Lalande, rédacteur en chef du JSD, poseront les questions aux candidats. Vous aurez chacun 40 minutes de temps de parole qu'il convient de respecter au nom du principe d'égalité. Dans la première partie du débat, à travers des questions d'actualité et en décalant le regard vers un autre horizon, nous allons essayer de sonder vos personnalités respectives. Le tirage au sort a désigné Mathieu Hanotin pour prendre la parole en premier. Merci Islande. Donc première question pour vous Mathieu Hanotin. Vous avez publié aujourd'hui un communiqué dans lequel vous regrettez, je cite, que le mensonge, la calomnie et la divulgation de la vie privée aient pris le pas sur le débat d'idées et l'explication des projets. D'abord sur l'état d'esprit de cette campagne, justement, comment est-ce que vous expliquez que le climat politique entre 2 listes de gauche soit aussi délétère à Saint-Denis à quelques jours du second tour? Écoutez, d'abord, je le regrette, pour commencer.
parce que je pense qu'on peut débattre, comme on va essayer de le faire, je l'espère aujourd'hui, dans de bonnes conditions pour offrir un choix, tout simplement, un choix démocratique à nos concitoyens. Dans une ville, vous savez, qui vote très largement à gauche, 70% régulièrement, des fois même plus que 70%, s'il n'y a pas d'alternative à gauche qui se crée, ça crée un problème démocratique. Et moi je pense que l'alternance, elle est saine. Si vous me demandez pourquoi est-ce qu'il y a ces crispations, eh bien je pense qu'il y a ces crispations parce que l'équipe sortante est manifestement tendue à l'idée de perdre les élections, tout simplement. Un peu la même question pour vous, Laurent Roussier. Comment vous jugez le climat de cette campagne? Est-ce que vous déplorez, comme votre concurrent, cette ambiance? Mais bien sûr, mais c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai envie de ce soir de parler que de fond, parce qu'effectivement, ce qui intéresse les Dionysiens, c'est les deux projets, les deux visions que nous portons de la ville, qui sont notoirement différentes pour l'avenir de nos habitants. Donc moi, c'est surtout cela qui m'inspire. Mais après, pendant la campagne, mais j'allais dire bien avant, on a quand même un candidat qui n'a eu de cesse de critiquer la ville, de dénigrer la ville. Et je trouve que dénigrer la ville, c'est aussi dénigrer ses habitants. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir parfois un climat difficile, mais je pense qu'on a tout à gagner à être ce soir sur le fond. C'est vrai que M. Roussier a quand même largement contribué à la dégradation du climat en faisant porter plainte contre moi au cours de la campagne par la ville, avec l'argent des Dionysiens, ce que j'ai regretté pour des propos qui sont des propos de campagne, je vous le rappelle, sur la question justement des 500 kilos de cannabis qui avaient été retrouvés dans les locaux municipaux. Donc je pense que M. Roussier a une grande responsabilité. Moi, vous savez, je pense que dans une équipe, il y a un chef, et le chef, il doit diriger ses troupes. Et je trouve qu'aujourd'hui, M. Roussier ne dirige pas ses troupes quand je vois les mensonges éhontés qui sont tenus, à la fois bien sûr les calomnies sur mes colistiers et mes colistières, et ils se réservent parfaitement le droit de porter plainte, et c'est leur droit le plus légitime, mais y compris les mensonges sur mon programme. Et je pense qu'on peut débattre, M. Roussier, si vous le dites qu'on n'est pas d'accord, c'est très bien, on peut débattre sans tomber dans les caricatures et les mensonges. En l'occurrence, quand on explique, à travers de multiples textos venant de l'équipe de Laurent Roussier, que je veux augmenter les loyers à Saint-Denis, on ne sait d'ailleurs pas si c'est tous les loyers ou juste les loyers de PCH, de 120 € de 20%, ben écoutez, je pense que là, on n'est pas dans le sérieux. J'aimerais que M. Roussier réponde à ce sujet. Vous voulez juste répondre là-dessus? Et puis après, on va passer sur le fond. On voit bien qu'une fois de plus, c'est M. Hanotin qui revient sur voilà, le dénigrement et la calomnie. Mais le dénigrement que vous organisez tous les jours, M. Roussier. Excusez-moi. On s'est donné comme règle qu'on se laisse parler. C'est vous que je trouve très je vous laisse parler, répondez. Est-ce que vous pensez que je vais augmenter le loyer de 120 €? Si c'est ce que vous pensez, vous pouvez le dire, et moi je dirai très simplement à la caméra que ce n'est pas vrai, que c'est un mensonge. Alors ce que je pense, c'est bon, j'ai le droit de parler un peu. Monsieur Roussier. Ce que je pense, mais c'est pas que je le pense, parce que ça a été malheureusement fait ailleurs, c'est que la politique de logement que vous proposez pour les Dionysiens, oui, ça sera une augmentation extrêmement importante des prix de l'immobilier, que ce soit des prix à l'accession. On parle des loyers, monsieur Roussier. Oui, mais donc, quand les prix augmentent, je prends l'exemple de la ville de Saint-Ouen, je prends l'exemple de la ville de Pantin, je prends l'exemple de la ville des Lilas. Quand les prix de l'immobilier augmentent, et ben les loyers, y compris dans le privé, parce que je rappelle qu'on a aussi beaucoup de locataires dans le privé, augmentent de manière concomitante. On va parler de cette question-là. D'augmentation des loyers, d'où vous sortez ce chiffre? Donc oui, mais moi j'ai jamais dit 20%, c'est vous qui le dites. C'est vos équipes. Mais oui, j'ai le texto si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Envoyez-moi le texto. Mais je vous le montre. Mais alors ça, ce sera après le débat. Non mais je veux dire, là vous avez dit tout à l'heure. Et on aura l'occasion de reparler logement. Parler de ça, c'est M. Ramdami qui. Non mais c'était, on a compris sur le climat de la campagne. Parlons en tant que tête de liste. Faites pas écho à des textos. On est là face à face et face aux Dionysiens. Très bien. Je voulais justement, Laurent Roussier disait que vous aviez été très critique à l'égard de la ville, Mathieu Hanotin. Vous avez notamment critiqué récemment la gestion de la crise du Covid par la ville, en particulier sur la réouverture des écoles. Moi, je voulais savoir si vous auriez fait autrement en tant que maire. Comment vous auriez géré autrement la crise? Écoutez, à l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Je ne dis pas d'ailleurs que tout a été raté. Je trouve qu'il y a eu un vrai retard à l'allumage au début, puis il y a eu un problème dans la vision du service public. Moi, je pense que l'honneur du service public, c'est d'être en première ligne. Il faut prendre bien sûr des précautions, mais il faut que le service public, il a pour but d'être là au service des habitants. Donc c'est à lui finalement de réouvrir en premier. Quand je vois, excusez-moi, qu'il y a des enfants qui ont été à l'école dans 3 écoles différentes en 3 semaines, avec donc des professeurs différents, parce qu'on n'avait pas, contrairement à d'autres villes, fait le choix d'ouvrir l'ensemble des écoles de la ville,
ou en tout cas un maximum d'entre elles. On était à 8 sur 39, ce qui est quand même, reconnaissez-le, relativement faible. Mais on peut élargir le propos, hein, parce qu'il n'y a pas que Saint-Denis. Quand je vois qu'au moment où on parle, les médiathèques ne sont toujours pas réouvertes, quand on voit l'état de la propreté dans nos rues, je trouve que, et pendant le confinement, j'entends, je trouve qu'on n'a pas eu la bonne appréciation de la place du service public pendant cette période-là. D'accord. Vous voulez répondre peut-être Bah oui, je suis forcément en désaccord avec ce que dit M. Hanotin, mais ne serait-ce que déjà sur les écoles, il n'y a qu'à voir les chiffres que donne le rectorat et l'inspection d'académie sur le département. Nous avons été à l'image des autres villes, parce que oui, c'était compliqué mais à l'image des autres villes à ouvrir suffisamment d'écoles. Mais M. Hanotin, la difficulté, on sait qu'elle est réelle. Il y a même des collégiens qui, pour l'instant, à qui on leur a dit, vous ne reviendrez que le 28 juin, donc c'est dur aussi pour le département et pour les collèges. Mais je suis heureux qu'aujourd'hui, nous sommes le 22 juin. Aujourd'hui, toutes les écoles sont ouvertes. Nos enfants peuvent retrouver un lien avec l'école, c'est extrêmement important. Mais la deuxième chose qui a été la plus importante, et c'est bien sûr les retours que nous font les habitants, et c'est peut-être ça qui met en colère Mathieu Hanotin, c'est que la bonne gestion de la ville nous a permis de dégager 5 millions d'euros. 5 millions d'euros qui ont été dégagés le plus rapidement possible pour aider les Dionysiens dans la difficulté. Ce sont les chèques alimentaires pour l'ensemble des familles qui ont des enfants qui mangent à la cantine. Ce sont des masques qui ont été donnés à chacun des Dionysiennes et Dionysiens. Ce sont 3 fois plus de repas à domicile pour les personnes isolées. Et c'est surtout la richesse associative de la ville qui fait que dès le début du confinement, cette richesse associative, ce qui fait Saint-Denis, s'est mis tout de suite au diapason pour aider son prochain, que personne ne soit sur le côté de la route. Et juste sur la critique qui est émise sur la mobilisation des forces du service public. Il y a quand même, M. Lahaune, il y a quand même un sujet là. Parce que là, M. Russier répète son chiffre de 5 millions d'euros qu'il a dépensé partout dans tous les médias. Or, en conseil municipal, le rapport que lui-même a présenté fait état, si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, monsieur Russier, si je me trompe, mais de 2,3 millions d'euros de dépenses. Effectivement, les chèques alimentaires, tout ce que vous avez dit, les masques et des dépenses exceptionnelles. Donc moi, je voudrais qu'on parle sérieusement. Je ne comprends pas de vous sortir ce chiffre de 5 millions d'euros de dépenses en faveur des Dionysiens et des Dionysiennes. J'ai dit 5 millions d'euros de surcoût. Parce qu'il y a le surcoût, c'est plus des dépenses utiles. D'accord, mais le résultat est le même pour le budget. Et heureusement qu'on a un budget justement bien géré qui nous permet de faire face à ces surcoûts. Parce que dans les surcoûts, effectivement, ce sont des dépenses supplémentaires, vous les avez rappelé, y compris d'ailleurs les subventions exceptionnelles aux associations, mais ce sont aussi des recettes en moins, et notamment les droits de mutation, dont on sait que la crise économique va sûrement faire qu'elles vont continuer à baisser pour la suite. Donc oui, ce sont 5 millions d'euros de surcoût. Et cette bonne maîtrise des finances de la ville a permis justement d'être au maximum aux côtés des Dionysiens, tout en assurant la sécurité sanitaire, ce qui nous a toujours guidés dans l'ouverture des écoles progressive pour que chacun se sente en sécurité et retrouve le chemin de l'école sans aucune difficulté. Juste Laurent Russier, vous continuez de penser que c'était pas une bonne idée par contre de voter là, comme vous n'étiez pas très favorable à l'organisation du second tour le 28 juin? Maintenant c'est parti, on va pas revenir. On a une semaine. Non, moi ce que je redis c'est surtout la gestion calamiteuse du gouvernement sur le premier tour. Parce que quand même quand le premier tour, la veille, le Premier ministre annonce tous les bars et les restaurants vont être fermés, que pendant toute la journée du dimanche, beaucoup de médecins disaient attention, il y a danger à aller voter, et que le lendemain, Emmanuel Macron annonce confinement général dès le mardi midi pour l'ensemble des Français. Je trouve que oui, il y a une prise de risque sur lesquelles les maires n'ont jamais été au courant de ces difficultés sanitaires qui devenaient de plus en plus inquiétantes. Donc oui, il y a eu une mauvaise gestion de la séquence électorale par le gouvernement. Maintenant, nous sommes à une semaine d'un choix décisif pour les Dionysiens, donc il n'est pas question de remettre en cause cette date-là. Alors, en introduction, Islande a rappelé un petit peu l'épisode, toujours dans l'actualité, des fusions ratées. Vous vous posez régulièrement en rassembleur. Comment vous expliquez vous n'êtes pas parvenu à rassembler votre camp ni au premier ni au second tour? Est-ce que c'est-à-dire que les fractures étaient peut-être plus profondes que vous ne le pensiez dans votre propre majorité? Ou quelle analyse vous faites mais moi je l'ai dit dès avant le premier tour, la désunion à gauche, elle est toujours dure, mais elle est surtout dure pour l'ensemble des habitants. Je crois que c'était Islande qui rappelait la ville gérée par les communistes mais c'est surtout la ville qui certes gérée par les communistes, mais qui a toujours su ouvrir la porte à toutes les composantes de la gauche et à la société civile, ça dès les années 80-90 quand ça se faisait quasiment nulle part ailleurs. Et donc oui, je suis peiné, je regrette qu'on n'ait pas réussi à faire la fusion avec Saint-Denis en commun. Mais à la fois, nous avons travaillé un projet, une plateforme commune, que je fais mienne pour le second tour. Pas plus tard que hier, j'avais une réunion d'appartement avec d'anciens colistiers de la liste de Saint-Denis en commun. Et puis le député Éric Coquerel de la France Insoumise
appel à voter pour la liste que je porte. Et Bali Bagayoko témoigne dans nos publications. Donc vous en faites pas, hein, les électeurs de la France Insoumise, dont Saint-Denis en commun, savent très bien, ils connaissent trop bien cette ville, ils savent très bien quel est le danger du projet porté par Mathieu Hanotin. Ils le disent très clairement, c'est un projet très libéral qui est dans une logique de métropole excluante et on doit tout faire justement pour combattre ce projet-là. Juste une question sur cette plateforme commune dont vous parlez. À la fois l'échec de la fusion avec la liste de Bali Bagayoko et le fait que vous ayez intégré des propositions de son programme, est-ce que c'est pas aussi une forme de mea culpa, une façon de faire amende honorable sur votre mandat et sur votre programme de premier tour? Est-ce que vous assumez aujourd'hui, est-ce que vous dites aujourd'hui effectivement il y a eu des erreurs, il y a eu des lacunes et j'ai compris le score du premier tour comme une façon de les interpréter? Mais vous savez, être maire, c'est aussi savoir se remettre en cause. Être maire, c'est travailler pour l'ensemble des habitants demain, sans aucune exclusion. Et donc entendre qu'il y a 18% d'habitants, de personnes qui ont suivi une liste Saint-Denis en commun de ceux qui étaient avec nous dans la majorité, eh ben oui, j'ai entendu que sur certains sujets, il y avait besoin de le retravailler. Donc pour moi, ça s'est fait tout naturellement, mais c'est cela aussi entendre les Dionysiens. Et donc c'est pas un mea culpa, au contraire, c'est continuer à rassembler. Justement, alors, non, parce que vous avez lancé un petit peu sur le sujet, Mathieu Hanotin, certains voient ou décrivent votre candidature comme le réceptacle naturel du vote des Dionysiens qui penche à droite, ou alors voilà, libéral, comme on entend souvent. Pour autant, vous n'avez pas répondu à l'appel du pied d'Alexandre Aïdara et des marcheurs pour former une coalition de projets. Alors, la question, c'est où est-ce que vous vous situez sur l'échiquier politique dionysien aujourd'hui? D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que la seule réalité de ce premier tour, c'est qu'il y a 76% des Dionysiens qui ont voté contre le bilan du maire sortant, ici présent, M. Russier. C'est ça la seule réalité chiffrée. Après, le reste, c'est de la prospective. On verra ce que diront les urnes. Mais au premier tour, il y a 76%, 3/4 des Dionysiens qui ne sont pas reconnus dans le bilan de M. Russier. Et je pense, pour une bonne raison, parce que le bilan de M. Russier, il est catastrophique. J'allais dire, il n'y a qu'à ouvrir les yeux dans la ville pour voir que Saint-Denis ne va pas très bien aujourd'hui. Moi, pour répondre précisément à votre question, sur la manière dont je me positionne sur les chiffres politiques, je l'ai toujours dit. Moi, je suis quelqu'un de gauche. Je suis parti socialiste depuis à peu près l'âge de mes 18 ans. J'ai été directeur de campagne de Benoît Hamon, c'est pas un secret pour personne, lors de la dernière campagne présidentielle. Et le projet que nous avons construit autour du mouvement Notre Saint-Denis est un projet profondément emprunt des valeurs de gauche. Après, je l'ai toujours dit aussi, moi je pense que quand on aspire à diriger une ville, il ne faut pas être dans la fracturation de la ville, mais justement il faut vouloir rassembler tous les Dionysiens et Dionysiennes qui le souhaitent, qui souhaitent agir pour leur ville sans en premier lieu leur demander pour qui ils votent aux élections présidentielles ou européennes ou je ne sais qui. Et c'est ça la démarche que nous on a essayé d'adopter. Après, quand on est dans une phase de confrontation de projet, non plus avec des citoyens et des citoyennes, mais avec les hommes et les femmes politiques au premier tour, moi j'ai constaté immédiatement les désaccords qu'il y avait avec Alexandre Aïdara, non seulement les désaccords, et puis en plus l'absence de confiance et l'absence d'envie de travailler ensemble, il faut le dire aussi, parce que la campagne s'était quand même pas très très bien passée, mais en tout cas sur les projets, clairement nous avions des projets qui étaient très différents. Donc c'est pour ça que naturellement, très rapidement, moi on n'est même pas rentré en discussion. Moi, j'ai évacué cette question. Oui, vas-y, excuse-moi. Vous avez parlé tous les deux de projets et on va faire le lien entre finalement la politique dont on parle depuis quelques minutes et vos projets. Une question d'actualité. Il y a des milliers d'habitants en ce moment des quartiers populaires et notamment de Saint-Denis qui manifestent, qui marchent, qui protestent contre les violences policières. Dans votre projet, Mathieu Hanotin, vous proposez de confier des armes à la police municipale. Est-ce que ce n'est pas aussi un risque de débordement et de violence policière supplémentaire ? Je ne pense pas et j'invite chacun et chacune à regarder. Malheureusement, il n'y a pas besoin d'armes pour tuer dans notre pays. D'ailleurs, on le voit, tous les exemples dramatiques de violences policières qu'il y a eu, il n'y a pas d'armes à feu qui sont impliquées la plupart du temps. Tout c'est un peu excessif, ça arrivé sur Aliziri, sur Zineb-Redouane, etc. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, ce n'est pas la question de l'arme à feu. En fait, il n'y a pas besoin d'une arme à feu pour commettre une bavure policière. C'est ce que je veux dire. Et ça, on peut quand même le constater, y compris parce qu'il y a eu une évolution de la doctrine très récemment d'étranglement. Il faut s'en féliciter au moins que ce point-là évolue. La question, vous savez, c'est la question de la formation. C'est est-ce qu'on a des policiers qui sont suffisamment formés pour pouvoir, d'ailleurs, porter une arme. En police municipale, les choses sont très réglementées. Peut-être même encore plus que pour la police nationale.
encore plus. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'il y aura pour contrôler un peu leur déontologie, leur action au quotidien? Il y aura deux choses. D'abord, il y aura la formation, parce qu'il faut non seulement que les policiers soient formés, mais qu'après, qu'il y ait une habilitation qui par ailleurs soit renouvelée tous les ans. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour la police nationale, un nombre de cartouches par exemple tirées tous les ans, et je l'ai dit dans le programme par ailleurs, nous mettrons sur tous les policiers municipaux qui ont des armes, mais d'une manière plus générale sur l'ensemble des policiers municipaux, en tout cas ceux qui patrouillent sur l'espace public, des caméras piétons pour pouvoir donner non seulement des garanties aux citoyens, mais aussi pour avoir des éléments de preuve pour les policiers, pour que la ville puisse déposer plainte, etc., etc. Donc là-dessus, on le fera, mais encore une fois, je pense qu'il faut réfléchir à la question des missions. Est-ce que l'on souhaite qu'une police municipale, elle participe à une politique de sécurité dans la ville? Je le souhaite, je l'ai dit, je veux qu'elle y participe. Si on dit cela, et notamment la nuit, parce que c'est ça le vrai sujet, c'est d'élargir les horaires de police municipale la nuit. Il faut répondre à une question simple, et c'est ce que je dis à chacun et à chacune d'entre vous quand je vous croise dans la rue et que vous êtes légitimement vous posez la question de savoir si c'est une bonne idée. Est-ce que le policier municipal peut ou pas se retrouver face à quelqu'un qui lui-même a une arme et qui lui-même peut en faire usage? Malheureusement, à Saint-Denis, nous ne sommes pas dans une ville dans laquelle ces problèmes n'existent pas. Il y a des armes en circulation et cette possibilité existe. Il n'y a qu'à voir malheureusement le drame que nous avons subi à la cité Stalingrad avec le décès du jeune Mohamed. Et d'ailleurs, je veux en profiter pour réadresser au nom de tous et toutes mes condoléances à la famille de ce jeune. Mais le drame qu'il a subi, j'aurais préféré effectivement qu'il y ait un policier municipal armé ce soir qui aurait pu s'interposer plutôt que ce soit le jeune Mohamed qui était innocent, qui n'avait rien à faire avec, excusez-moi de dire, l'embrouille, parce que ce n'était pas autre chose qui s'est passé ce soir-là. Et au final, ce policier municipal aurait pu intervenir. S'il n'avait pas été armé, le policier municipal, il ne serait pas intervenu face à quelqu'un qui a une arme. Il ne serait pas intervenu face à quelqu'un qui a une arme. Et donc ça, je pense que c'est une appréhension de la réalité. Je suis pour un monde sans armes, mais force est de constater qu'on a besoin d'une police qui protège. Et pour avoir une police qui protège, il faut lui donner les moyens de protéger. Laurent Russier, juste sur cette question, très rapidement, sur cette question de l'armement, est-ce que pendant les 6 ans de votre mandat, si les Dionysiens vous font confiance, est-ce que les policiers, parce que vous garantissez que les policiers n'auront pas d'armes et pourquoi? Non, mais ce débat, il est fondamental derrière une mesure qui est proposée. Parce que Mathieu Hanotin aurait dit « j'aimerais un monde sans armes, mais bon, il faut faire avec ». J'ai été 4 campagnes de Benoît Hamon, je me prétends de gauche, mais bon, je fais une mesure qu'aucun maire de gauche ne prend dans sa ville. Il utilise un fait divers en disant mais si la police municipale avait été armée, a armé sa police municipale, il est communiste à ma connaissance. Si la police municipale avait été armée, juste M. Assensi qui est maire de Tremblay en France. Voilà, donc M. Hanotin utilise un fait divers dramatique en disant mais si la police municipale avait été armée, elle aurait empêché le fait divers. Si elle s'était retrouvée là sur place, j'ai pas ce que je dis ça. Si elle s'était retrouvée là sur place, qu'est-ce qu'elle aurait fait? La question que je pose, c'est dans la période de crispation et de tension que l'on est. Moi, ce que je souhaite, c'est que la police municipale, elle soit claire dans ses missions. Le travail de partenariat et de coopération entre la police nationale et la police municipale, elle est d'autant plus claire quand chacun sait quelles sont ses missions. Et pour les missions de la police municipale, qui sont celles de prévention, de médiation, de sanctions, mais aussi de présence rassurante, et je considère qu'avoir un armement, c'est pas un message de rassurance qu'on donne aux habitants. Et puis j'ai envie de poser la question, mais ça s'est jamais posé. Un policier municipal se trouve devant un jeune qui serait armé, il va se passer quoi? Il se passerait quoi? C'est-à-dire que le policier municipal. Moi, je fais suffisamment confiance à ma police municipale. Je sais que pendant 6 ans, elle a fait un travail formidable. C'est une plaisanterie. Et donc, on n'a pas besoin de police municipale armée. Non, mais très bien, mais il faut aller au bout de ce débat, vous avez raison. C'est-à-dire que pour vous, un policier municipal qui se trouve devant un jeune, ou pas un jeune d'ailleurs, une personne qui est armée face à lui, qui menace le policier. Mais ça n'est jamais arrivé en 6 ans à Saint-Denis, donc arrêtez de faire de la fiction pour uniquement prendre les habitants en faisant croire que la police municipale qui n'a pas de lien avec le parquet va régler les affaires de trafic de stupéfiants. Donc n'essayez pas de faire de la politique. Mais vous parlez avec votre police municipale? Parce que moi, ça m'arrive de manière informelle de parler avec eux. Ils vous ont jamais dit vraiment de manière informelle. Ils vous ont de manière informelle, absolument. Ils vous ont jamais dit qu'ils ont retrouvé des armes, des couteaux, des machettes, des choses comme ça. Bien sûr. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des règles d'engagement, monsieur Russier, pour les armes. Et donc vous le savez très bien. Et donc ne faites pas semblant de le savoir. Donc un policier qui sort son arme, il doit absolument faire un rapport. Un policier qui tire une cartouche, même de sommation, il est mis en garde à vue. C'est ça la réalité du droit de notre pays. Vous pourrez défendre votre police municipale armée comme vous souhaitez. Moi, je pense que ce n'est pas un bon message envoyé aux Dionysiens. On a besoin d'une police municipale qui reste sur ses missions, qui renforce ses missions.
Moi, je Quelles propose sont-elles d'augmenter de Mais 50%. quelles sont-elles? Je propose d'augmenter de 50% la présence humaine. C'est Oui, de cela dont moi ont aussi. besoin les Dionysiens. J'ai même le y double compris, je propose de le doubler. C'est y Vous compris voyez ce qu'ils nous disent, mais pas d'une police Par exemple, quand il y a un tapage municipale nocturne, armée qui vient- quand il y a un tapage Et on nocturne, termine Un tapage là-dessus. nocturne, vous allez y aller un avec tapage- votre arme. mais, C'est ça mais voilà, l'arme elle est franchement. portée, elle n'est pas sortie, monsieur Russier, soyez sérieux. Quand vous allez par exemple effectivement faire un tapage nocturne, on en a parlé jeudi dernier à France 3, à la cité Péry. Non, mais quand vous allez faire il y a un tapage nocturne, aujourd'hui c'est vrai que ma foi votre police municipale n'y va pas parce qu'elle ne travaille pas, on ne peut pas leur en vouloir, monsieur Russier. Pourtant les habitants vivent un enfer. cité Elle ne travaille pas, Péry c'est-à-dire qu'elle finit plus tôt, Elle c'est ce finit que vous plus voulez tôt. dire. Évidemment. La cité Péry souffre de trafic de stupéfiants sur à fait. lequel il faut qu'il y ait un travail, vous l'avez vous-même donné comme exemple à Saint-Ouen, un Exactement. travail des douanes, de la police nationale, qui a Oui. le lien avec le Oui. parquet, de la justice. Et pourquoi pas vous faire croire que exonérez la ce police- travail? Pourquoi Mais est-ce que c'est vous parce dites que le travail de coopération, c'est la police municipale fait des missions pour dégager du temps à la police nationale sur son cœur de métier qui est effectivement la protection des biens et des personnes, la lutte contre le trafic de stupéfiants. C'est ça qu'attendent les habitants. C'est pas de faire des promesses en permanence Quelles avec promesses aucun Je résultat. On a bien Simplement compris pour vos dire- divergences là-dessus. Et juste un tout petit point sur le sujet, est-ce que c'est pas quand même une limite pour le recrutement des personnels dont vous dites que vous voulez augmenter les effectifs? C'est une trentaine de recrutements dans la police. Parce qu'on sait que c'est compliqué de recruter alors qu'on Mais propose. bien sûr que c'est compliqué. Anne Hidalgo va créer une police municipale, elle aura besoin de beaucoup de recrutement, ça sera compliqué sur moi aussi, et pour autant elle ne propose pas de l'armée, parce qu'elle se rend compte du danger. On a nos 62 policiers municipaux, ils sont présents. Quand on a eu des difficultés de recrutement, on a recruté des gardes de l'espace public, qui sont des futurs policiers municipaux, mais qui sont assermentés, donc ils peuvent agir sur l'espace public, et qui passent le concours de la fonction publique territoriale. Très bien. Mais pour moi, c'est pas un problème de recrutement, il n'est pas lié à l'armement. C'est très clair. On termine sur cette première partie avec voilà, on va prendre un peu de hauteur et de distance par rapport à Saint-Denis. C'est un peu la question clé, c'est la question clé que devront trancher les électeurs. Quelle ville de demain et pour qui? Et alors pour essayer de les aider à y voir un peu clair, nous avons demandé de réfléchir en amont du débat à une autre ville de banlieue qui vous inspire. Mathieu Hanotin, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre modèle et puis pourquoi? En quelques mots, voilà, une ville de banlieue qui vous inspire. Moi j'ai pas de modèle. Mais je vous dis, je n'ai pas un modèle d'une ville à laquelle devrait ressembler Saint-Denis. Je l'ai déjà toujours dit, moi le modèle que je veux inventer c'est Saint-Denis. Le Saint-Denis de demain qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui puise dans son passé ce qu'il y a de meilleur pour inventer un nouveau Saint-Denis, il faut le dire. Donc je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, je pense juste qu'il faut quand même regarder de là d'où on part, effectivement, de tout ce qu'il y avait de meilleur dans les années 80 dans notre ville. Et donc Saint-Denis demain ressemblera pas aux Lilas ou à Pantin qui sont des villes moi honnêtement, que les socialistes ont repris aux ce que j'aime communistes. bien sur Brevet, c'est regarder ailleurs, mais partout ailleurs. Voilà, parce que effectivement, je pense que c'est extrêmement important, et je le disais tout à l'heure à monsieur Russier qui devrait ouvrir les yeux. Oui, il faut ouvrir les yeux sur ce qu'il se fait ailleurs. Parce que effectivement, quand on va ailleurs, quand on regarde, et des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin, il suffit d'aller à la Courneuve, il suffit d'aller à Épinay, il y a des choses qui nous paraissent, dont on s'est habitué à Saint-Denis, qui en fait ne sont pas normales. Et donc ça, oui, moi je veux effectivement m'inspirer de multiples sortes d'inspiration sur ce qui se fait, sur les bonnes politiques. Il n'y a pas un seul endroit où elles se font. Même question pour vous, Laurent, aussi. Quelle autre ville de banlieue qui vous inspire? Quel je modèle? ferai la même réponse. Pour moi, mon modèle, c'est Saint-Denis. C'est Saint-Denis qu'on doit construire avec les habitants. Ou alors un contre-modèle, alors peut-être. Non, il n'y a pas de contre-modèle. Moi, j'aime effectivement aussi m'inspirer parce que, vous savez, quand vous êtes maire, vous êtes en relation avec l'ensemble des autres maires, un peu plus facilement du département. Et voilà, on partage, on discute, il y a des choses qui m'intéressent. J'ai beaucoup rencontré, alors c'est un peu plus loin que la région parisienne, le maire Damien Carême de Grande-Sainte. Et ben, je trouve que son approche d'accueil des migrants est intéressante. J'aime beaucoup Éric Piolle et son lien entre l'écologie et le social. J'aime beaucoup Patrice Bessac, d'ailleurs ces deux maires me soutiennent, parce qu'on donne beaucoup Montreuil en exemple, mais Patrice Bessac soutient la liste que je porte. J'aime beaucoup, dans une ville qui est encore plus soumise à la tension immobilière, et ben, le fait qu'il n'ait pas lâché sur le pourcentage de logements HLM. Justement sur cette question Et puis à Hidalgo, sur les questions de propriété de sécurité, je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit. Vous parlez de Montreuil sur la question de la mixité, Oui. pardon, monsieur Russier, c'est important parce que quand même, cette question du logement social, de qu'est-ce qu'on fait avec le logement social, est-ce qu'on continue à en construire, est-ce qu'on va plutôt privilégier l'accession à la propriété, est-ce qu'on va diminuer le taux de logements sociaux? C'est aussi une question importante qui vous oppose sur cette question. Est-ce qu'on va gentrifier, est-ce qu'on va paupériser? C'est un peu les anathèmes qu'on se lance de part et d'autre. Quelle est votre vision là-dessus rapidement sur votre projet et puis sur celui de Mathieu Hanotin? Est-ce que vous pensez que c'est une ligne effectivement qui vous sépare? Ah bah, c'est une des lignes qui nous sépare principalement, mais pour moi il n'y a pas d'antagonisme. Oui, il faut continuer à construire du logement HLM. Oui, on a les enfants de nos familles qui ont besoin, quand ils démarrent dans la vie active, d'avoir un logement abordable et de qualité. Oui, on a beaucoup de demandeurs de logement ou de personnes en attente qui ont besoin de logements plus grands ou dans un autre quartier.
Et donc dans les nouveaux quartiers, notamment ceux appelés à être les nouveaux quartiers demain dans le cadre des villages olympiques, bien sûr que c'est extrêmement important de se dire qu'il faudra aller à 40% de logements HLM et favoriser l'accession sociale comme nous avons commencé à le faire, tout en garantissant que dans le parcours résidentiel, on puisse acheter. Et à l'inverse, dans les quartiers où nous sommes à 100% de logements HLM, souvent hérités de l'histoire, et bien que nous soyons capables d'apporter effectivement de la diversité. Mais c'est ça, la ville diverse qui est capable d'accueillir tout le monde. Très rapidement, juste on va laisser Mathieu Hanotin répondre, puisque vous êtes accusé parfois de vouloir gentrifier cette ville sur cette question, pour répondre précisément sur le logement social et l'habitat. Très rapidement, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce que vous assumez de vouloir, par exemple, peut-être diminuer le nombre de logements sociaux, d'avoir une autre population, une autre sociologie peut-être, ou un autre type d'habitat? Est-ce que c'est quelque chose que vous assumez? Je suis très content que vous me posiez cette question, ça va me permettre de revenir encore une fois sur un des nombreux mensonges de M. Russier. Notamment sur le fait que je voudrais détruire des HLM pour faire passer la part de HLM de 40 à 25%. Là, il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas dit, M. Russier, parce que c'est écrit dans vos tracts. Voilà. Donc, pour m'adresser directement, non pas à M. Russier, parce que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt sur le sujet, mais à vous, mesdames et messieurs, les Dionysiens et les Dionysiennes, je veux vous le garantir, en vous regardant, à la fin de mon mandat, il n'y aura pas moins, il y aura plus de logements sociaux. La seule chose que nous disons, c'est que sur les nouvelles constructions, oui, je pense qu'il ne faut pas avoir une obligation de construire partout 40% de logements sociaux. Je pense qu'il faut qu'on travaille à une plus grande diversité dans la ville. Il faut que, on l'évoquait tout à l'heure, M. Russier l'évoquait, la question de l'accession sociale à la propriété a été vraiment négligée à Saint-Denis. On est à quelques pourcents tout juste. Eh bien, je propose qu'il y ait 10% dans toutes les prochaines actes d'accession sociale à la propriété, y compris pour permettre à de nombreuses personnes qui sont dans les logements sociaux aujourd'hui d'en sortir pour libérer de la place dans les logements sociaux afin de créer des parcours résidentiels positifs à Saint-Denis. Mais si je peux me dire juste un très rapidement s'il vous plaît. Le vrai sujet, c'est pas le logement social. Le vrai sujet, c'est la paupérisation du logement privé à Saint-Denis. Et c'est qu'en réglant ce problème-là qu'on arrivera à sortir la ville de l'ornière de paupérisation dans laquelle on est tombé. Très bien. Vous êtes derrière votre écran à nous regarder et à nous poser des questions. Islande est là pour ça, je la laisse réinvestir ce plateau. Merci, yes. Et pour relayer, je crois, peut-être une ou deux questions. Alors oui, on a plusieurs questions, on a eu énormément de questions d'internautes. Juste avant, je rappelle le temps de parole de chaque candidat. Alors Mathieu Hanotin, pour l'instant, vous êtes quand même à 12 minutes et 26 secondes de temps de parole. Voilà. Vous, Laurent Russier, vous êtes à 9 minutes 47. Voilà. Il va falloir un peu ralentir la cadence, Mathieu Hanotin. Donc, sur les questions, nous avons eu des questions sur les violences policières d'abord et la sécurité aux abords des écoles. Pour les deux candidats, une question de Lolita et de Claire. Ne vous sentez-vous pas à contre-courant des besoins de la population concernant les violences policières ? N'avons-nous pas besoin d'une police de proximité et de prévention? Quelles sont vos propositions pour lutter contre les rixes aux sorties des établissements scolaires? Alors je demanderai juste 1 minute chacun de réponse pour ne pas déborder sur le temps. Merci. Laurent Russier. Ah pardon. Oui, sur la première question, oui, on a besoin effectivement d'une police de proximité, de prévention, mais qui sait aussi sanctionner. Ce qui est quand même assez dramatique, c'est que c'est sous Sarkozy quand même que les missions de la police ont changé, où on a voulu transformer une police de proximité en une police uniquement d'intervention. Elles sont parfois nécessaires, mais ça a quand même totalement changé la logique, y compris la perception et le lien entre les habitants et sa police. Donc oui, on a besoin de redonner de la confiance, et la question des violences policières, elle se travaillera aussi en donnant des outils à notre police nationale et à notre police municipale. Je pense aux récépissés de contrôle, je pense à la caméra, il faut vraiment qu'on avance sur ces sujets-là. Le deuxième point, c'est sur les violences aux abords des établissements scolaires. Nous, ce que nous proposons, c'est effectivement d'avoir de la médiation dans l'après-midi, donc de la présence humaine qui soit principalement sur les chemins que font les écoliers, donc des écoles au parc, des écoles aux équipements sportifs, des écoles à la maison, pour justement garantir cette présence humaine, ce que nous demandent d'ailleurs beaucoup de parents, qui ne veulent pas de la police devant les établissements scolaires, mais qui veulent par contre sentir qu'il y a un monde d'adultes qui est protecteur des enfants. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord. Mathieu Hanotin. Oui, non mais écoutez, moi sur la première partie de votre question, la philosophie qui est la mienne, qui est la nôtre, sur la liste Notre Saint-Denis, c'est que la police municipale, ça doit être la police de toutes les nuisances du quotidien. Voilà. Et donc quand effectivement demain, si vous nous faites confiance, eh bien oui, il y aura quelqu'un qui répondra au téléphone le soir à la police municipale quand vous subissez un tapage nocturne.
quand il y aura une agression dans la rue, la police municipale, elle pourra intervenir. Je ne dis pas qu'elle sera là à chaque fois, je ne dis pas qu'on a une baguette magique, personne n'y croirait, mais cette capacité à faire, elle existera demain. Sur le deuxième volet, prévention, je suis assez d'accord avec M. Roussier, je vais peut-être aller plus loin que lui de ce point de vue-là. Effectivement, moi je pense que devant les écoles, ce n'est pas de la police dont on a besoin. On a besoin de médiation, parce qu'on a eu des gros problèmes de violence, mais y compris avec des enfants qui ont été à l'hôpital et dans ce mandat même des professeurs, à Garcia Lorca il y a quelques années. Là-dessus, on a besoin de la médiation. La question c'est comment on fait, parce qu'on n'est pas non plus pour faire toujours plus. Moi je veux réorienter le dispositif des médiateurs de nuit qui a quand même relativement fait preuve de son inefficacité pour l'orienter sur notamment la prévention des addictions, de la toxicomanie et devant les écoles. Et je préfère faire ça plutôt qu'effectivement, passez-moi l'expression un petit peu, d'envoyer des fois au carton, des fois face à des dealers, des médiateurs de nuit et qui n'ont pas les moyens d'agir, là où des fois il faudrait effectivement une réponse un petit peu plus de l'ordre de la sanction. Mathieu Hanotin. Ça aurait été important quand on parle de présence humaine de soutenir la proposition de conseillers départementaux communistes d'augmenter les éducateurs spécialisés dans nos villes. On a besoin d'éducateurs spécialisés en plus grand nombre. Donc on peut toujours une fois de plus redire moi je ferai ci, moi je ferai ça, je ferai telle dépense, je ferai cette dépense. Mais à un moment ou à un autre, il y a des fêtes, il y a des votes. Et vous avez voté contre cette proposition d'augmenter le nombre d'éducateurs spécialisés. Oui, monsieur aussi, on a le droit d'avoir un petit contrôle qualité des fois? Non mais je vous pose la question, parce que vous trouvez que le bilan de la prévention spécialisée à Saint-Denis est formidable? Moi je le dis, et je vous le dire, vous le direz, non mais très bien, je vous le dirai et vous le verrez. Et comme ça je l'annonce devant tout le monde, il n'y aura pas de surprise, effectivement. Moi je ne vais pas supprimer la prévention spécialisée, parce que après ce débat vous allez probablement le dire, vu que vous dites aussi que je vais privatiser les crèches, que je vais tout faire ça. J'ai dit qu'il fallait l'augmenter. Alors on va passer à une autre question d'internaute, si vous le voulez bien. On va passer à une autre question d'internaute. Très rapide là-dessus. Oui, je pense qu'il faut s'il vous plaît, Mathieu Hanotin. La prévention spécialisée. Le département, par exemple, dépense 2,5 millions d'euros sur la question de la prévention spécialisée. Et je pense qu'on a le droit de s'interroger sur les résultats avant de réabonder encore et toujours plus d'argent. Alors merci pour vos réponses. Laurent Russier, une question de Emilia. Pourquoi une telle cassure dans les rangs de l'équipe sortante au premier tour, alors qu'elle associait des jeunes, mais aussi d'anciens élus? Mais il n'y a pas de cassure, je l'ai redit, nous retrouvons sur un projet, nous nous retrouvons et nous faisons campagne commune. Sur la jeunesse, notre liste est plus jeune que celle conduite par Mathieu Hanotin. Ce qui inquiète d'ailleurs Mathieu Hanotin, vous dites qu'il n'y a pas de cassure, monsieur Russier. S'il vous plaît, Mathieu Hanotin. Non, il n'y a pas de cassure. Enfin, on le voit très bien. Il y a quelque chose qui est en train de monter depuis quelques semaines dans les quartiers. On sent bien que les jeunes, les anciens sont en train de se rendre compte finalement du danger du projet de Mathieu Hanotin. Ce qui était assez incompréhensible, c'est qu'en fait, le projet de Mathieu Hanotin, pas grand monde ne le connaît. Comme il a fait que campagne depuis 3 ans, depuis qu'il a créé Notre Saint-Denis, qui devait être un mouvement d'information locale ou un mouvement local apolitique, il n'a eu de cesse que de taper sur la ville, mais de taper sur la ville en dénigrant y compris ses habitants, ce qui fait la force de cette ville. Moi, cette ville, je l'aime, j'aime ses habitants, et c'est justement parce que je l'aime que je me refuse à laisser certains l'abîmer, à laisser certains ne pas les respecter, et que je me battrai toujours auprès des habitants pour qu'ils aient plus de policiers, plus de justice, plus d'enseignants. C'est ça l'égalité, et c'est aussi pour ça qu'un maire doit être à côté de ses habitants. Ce n'est pas toujours dénigrer pendant 3 ans la ville qu'on est censé défendre demain. C'est monsieur Russier. Alors Mathieu Hanotin, je vais vous couper, s'il vous plaît. C'est vous et votre équipe. Mathieu Hanotin, vous êtes vraiment en avance, je vais vous couper, mais il y a une question, la dernière question de l'internaute pour cette partie est pour vous, mais répondez-y vraiment brièvement. Donc c'est une question de Monsieur Sacco. Lorsque vous étiez député, un de vos engagements forts était le droit de vote des étrangers. Beaucoup avaient confiance. Une promesse non tenue, la déception fut grande. Que devons-nous attendre de vos autres promesses? Rapidement, s'il vous plaît. C'est aussi rapidement que possible. Alors tout ça pour dire que moi je me suis battu tout au long du mandat pour essayer de tenir cette promesse. J'ai fait partie des députés, il y avait notamment Razia Medli, mais de nombreux autres. D'ailleurs c'est des combats qu'on partageait sur les bancs de l'Assemblée bien souvent avec le Parti communiste pour essayer d'honorer cette promesse. J'ai souhaité que nous le faisions. Je vous le dis, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Je pense que sur cette promesse et malheureusement sur d'autres, François Hollande et Manuel Valls ont trahi leurs électeurs. Ils ont pour moi quitté depuis bien longtemps les rives du socialisme, ils sont partis ailleurs. En tout cas là-dessus, je l'ai dit, si demain on veut pouvoir
réannoncer, une fois que nous ferons le droit de vote étranger, il faut le dire comment, et il n'y a qu'une seule manière de le faire en France, c'est par référendum. C'est ce que j'avais proposé, et c'est ce qui n'a malheureusement pas été accepté par le gouvernement hollandais. Merci Mathieu. Là-dessus, parce que ce sujet il est extrêmement important, et il revient étonnamment beaucoup là, avec la question du confinement. À un moment, il faut arrêter de dire mais moi j'ai été frondeur, j'ai porté des combats. François Hollande abandonne cette promesse du droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers dès le début de son mandat. Monsieur Hanotin n'était pas encore frondeur. Et puis quand j'entends un député qui n'a eu de cesse de dire mais j'ai porté les combats, mais j'ai pas réussi à gagner, j'ai porté les combats sur récépissé, mais j'ai pas été entendu, j'ai porté les combats voir plus de policiers, j'ai pas réussi. Enfin, à un moment ou à un autre, un député qui est censé avoir l'oreille du gouvernement qui n'obtient rien, je me dis que c'est quand même un peu inquiétant par rapport à toutes les promesses qu'il fait par rapport aux habitants. J'ai peur qu'ils n'obtiennent pas grand-chose. Aussi n'est pas très sérieux. Merci Laurent Russier. Ça ne surprendra pas les auditeurs. Merci Islande. On va donc passer à cette deuxième partie. On a déjà mis le pied dans vos projets respectifs. On va y aller encore un peu plus franchement, en rentrant dans le détail, en tout cas dans certains détails de vos propositions qui font tous les deux une 50aine de pages. Yann. Alors juste en préambule, et on essaie de faire assez rapidement pour ensuite aller au fond des propositions, mais juste pour la crise post-Covid-19 dans laquelle malheureusement on commence à rentrer, j'avais deux petites questions pour chacun d'entre vous. Vous avez accolé l'adjectif résiliente à la ville équilibrée que vous appelez de vos voeux dans un de vos derniers tracts et avez présenté des mesures à mettre en œuvre dès cet été pour répondre à l'après-Covid-19. Alors pourquoi vous est-il apparu, Mathieu Hanotin, nécessaire d'adapter votre programme? Est-ce que en creux, c'est-à-dire qu'il était un petit peu en décalage avec la nouvelle conjoncture qui s'annonce, ou voilà, pourquoi elle a... Écoutez, le programme il a été écrit avant qu'il y ait quand même la crise du coronavirus et notamment avant qu'il y ait ce gigantesque confinement que personne n'aurait même imaginé possible il y a quelques mois encore. C'est une réalité, donc oui, on n'aurait pas été responsable de ne pas réévaluer notre programme à cette aune-là. Il s'avère qu'il y a aussi un certain nombre de choses, peut-être qu'on avait pensé, mais que par exemple on va plutôt prioriser. Je vous donne un exemple très concret. Moi, dans le programme initial, il y avait au cours du mandat le fait de réaliser, notamment sur le sud de la ville, une deuxième maison médicale de garde pour que la nuit on puisse aller voir un médecin à la Plaine ou à Pleyel. Eh bien là, au vu de la crise du Covid, effectivement, dans l'ordre des priorités, et cet engagement, il repasse très haut et plus haut que qu'il n'était avant. Et après, il y a aussi des choses très spécifiques. La constitution de stocks stratégiques, effectivement, c'est quelque chose, que ce soit alimentaire ou sur des produits de santé, c'est des choses qu'on n'avait pas anticipées avant. Ça, c'est les effets du confinement. Après, la question de propositions immédiates pour l'été, oui, on a une situation nouvelle. On va avoir aussi beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes qui ne pourront pas partir en vacances. Il y en a pour lesquels l'isolement a été quelque chose de très difficile. Et je pense aux seniors en particulier, qui sont plus de 15 000 à Saint-Denis. Et je veux organiser des activités spécifiques pour les seniors. Notamment, je l'ai dit, ce ne sera pas exclusif d'autres choses, mais au moins pendant l'été, un grand banquet pour tous les seniors qui ne partent pas en vacances, pour qu'ils aient un moment, si les conditions sanitaires le permettent, évidemment, ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, où ils puissent se retrouver, partager, échanger et vivre mieux à Saint-Denis. Merci simplement. beaucoup. Juste un mot sur les temps de parole, si on peut peut-être raccourcir parfois les réponses, mais en tout cas ils seront équilibrés, donc soyez rassurés à la fois tous les deux et les gens qui nous regardent, ils seront équilibrés à la fin au moment des conclusions. Légale, en plus. Laurent Russier, vous avez également complété votre programme par 10 mesures d'urgence pour répondre à la crise sociale, mais dans un récent interview, vous considériez que vos propositions initiales permettaient déjà de construire la ville d'après. Ma question c'est, est-ce qu'une mairie a vraiment les moyens de protéger ses habitants face à l'ampleur de la crise qui s'annonce? Parce qu'on peut entendre les velléités, mais après la crise a l'air... Ça, c'est sûr que une mairie ne peut pas faire seule. Mais à la fois, elle peut faire beaucoup en s'appuyant sur ce qui fait la richesse de la ville. Cette ville, force de ses services publics, ce sont 4 centres municipaux de santé qui ont perdu par rapport... Non, par rapport à vos mensonges récurrents. Comme ça, c'est précisé. C'est bon, mais je croyais qu'on devait parler du fond, monsieur Hanotin. Voilà. Donc, ce sont 4 centres municipaux de santé. On laisse développer parce que sinon... C'est tout, je le précise, c'est important. Sinon, on finira jamais sur où Laurent Russier aura une conclusion de 5 minutes. Donc, je le redis, donc on a 4 centres municipaux de santé, c'est ça la force du service public. Ça a permis, contrairement à d'autres villes, de ne pas être obligé de faire sortir ex nihilo des centres de consultation Covid. Ils étaient déjà présents et ça, c'est une sacrée force sur le service public. Après, la deuxième chose, oui, je considère que notre projet, qui est basé sur la solidarité,
il s'avère plus pertinent et plus adapté à la crise que l'on connaît. C'est pas pour rien que Mathieu Hanotin et ses équipes sont en train d'essayer de réécrire, qui se rendent compte tout d'un coup de l'intérêt des épiceries solidaires dans les quartiers que nous portons depuis longtemps. Mais la deuxième chose, je reprends Pourquoi vous l'avez pas fait plus mots. tôt, monsieur Roussier? Je reprends. Non, mais parce que vous n'êtes pas maire sortant? Mais Juste pour savoir, vous n'avez pas un bilan? Nous avons déjà une épicerie sociale. Ah oui, pour la ville, bravo. Et Non, nous mais avons très bien. des Et vous avez ouvert 3 commerces sur tout le mandat. Non, mais c'est un Mais- bon bilan. Allez au 10 des Aubries, allez à la rue de la Ferme, si vous connaissez, et ben vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres épiceries qui sont des épiceries, tout à fait. des épiceries solidaires. Vous vouliez développer un deuxième point. Je reprends, je fais mien aussi les propos de Thomas Piketty hier dans le JDD. Il disait, après cette crise, nous avons surtout besoin d'un effort de réduction des inégalités, d'un véritable tourment social, de plus de solidarité. Et quand je dis que notre projet était finalement plus adéquat, c'est que Mathieu Hanotin était quand même porteur, beaucoup du monde d'avant. C'est lui qui n'a eu de cesse de dire à Saint-Denis, trop de popularité, regardez, paupérisation, mais on va en faire quoi de ceux qui sont dans des difficultés sociales? On combat la pauvreté ou on essaie de les faire partir ou de les cacher aux autres? C'est Monsieur Hanotin qui, d'ailleurs on en reparlera je pense, quand on parlera des finances, qui dit je ferai 5 millions d'économies sur le service public. On aura l'occasion d'y revenir. On a l'occasion d'y revenir. C'est celui qui a voté la loi Touraine. Il était frondeur, mais il a quand même voté la loi Touraine qui a supprimé 17 000 lits sous François Hollande, poursuivi malheureusement par Emmanuel Macron, et maintenant tout le monde est en train de pleurer au chevet de l'hôpital public. Mais à un moment ou à un autre, il y a aussi à prendre ses responsabilités. Mathieu Hanotin, il n'est pas neuf, il n'est pas arrivé sur la ville avec aucun mandat électoraux, il en a encore en cours, et quand au département, je le redis parce que ça fait partie, c'est important que les habitants le savent aussi, il a augmenté la cantine au collège, il fait partie de celui qui a supprimé l'ordinateur avec sa majorité lorsque Barthelone prend la tête du département, l'ordinateur à l'entrée en 6e. On se rend compte, c'était comme par hasard un des débats extrêmement importants de l'équipement informatique de nos familles. Donc à un moment ou à un autre, oui, nous prendrons nos responsabilités, nous accélérerons le projet et effectivement, dès le mois de juillet et dès le mois d'août, nous allons proposer aux Dionysiens, fort de notre expérience, des activités d'été plus nombreuses, parce qu'il y en aura besoin, de préparer la rentrée de septembre. Elle va être extrêmement compliquée, nous la préparons, mais en lien avec l'éducation nationale, sur un accompagnement social et sanitaire extrêmement fort, et puis sur l'usage du vélo qu'il faut notoirement augmenter sur la ville, ça devient une nécessité. Vous me permettez de faire le pont vers la question suivante. On va essayer d'aller vers une mesure phare de chacun de vos programmes, en tout cas qu'on a priorisé comme une mesure importante ou emblématique. Sur cette question du développement durable, finalement, vous écrivez dans votre programme que la ville que vous dirigerez, peut-être pendant 6 ans de plus, aura comme objectif 0 déchet. Concrètement, de quoi s'agit-il et comment est-ce qu'on y arrive? Si on veut, c'est une question à la fois extrêmement importante pour l'environnement, une question écologique et une question pour la propreté au quotidien de notre ville. Oui, on a besoin d'avoir beaucoup moins de déchets. C'est insupportable d'avoir, je vais prendre l'exemple du marché de Saint-Denis, c'est incroyable de voir les fournisseurs qui, pour notamment ceux qui vendent du textile, vous avez la chemise qui est dans un sac plastique, les 10 chemises dans un autre sac plastique qui elles-mêmes sont dans un gros sac plastique mis dans un carton. À un moment ou à un autre, il faut aussi qu'on arrive à combattre ces déchets inutiles qui malheureusement polluent la planète et polluent notre ville. De la même manière, il faut développer, on l'a déjà fait avec la régie de quartier qui montre toute son utilité, il faut développer de la ressourcerie, de la recyclerie. On voit bien que dans le traitement des encombrants, on pourrait demain rendre un service aux habitants tout en venant recycler du matériel qui peut être recyclé et même voire réutilisé. Et ça permet effectivement de réduire les déchets. Mais la vie écologique de demain, ce sont surtout aussi plus d'espaces verts. Nous proposons la création de 5 parcs urbains et ils sont ciblés sur une carte pour 100 000 m² d'espaces verts supplémentaires. Mais pas transformer le parc Cachin, qui est déjà un parc vert existant, mais plutôt aller sur la création des parcs urbains supplémentaires. Dans votre programme, une mesure vraiment phare qui a fait parler d'elle dès le début de la campagne, en tout cas assez tôt dans la campagne, c'est la proposition de cantine gratuite 4 jours par semaine. À quel besoin cela répond, cette proposition de notre syndic qui structure, qui est au cœur de votre programme? Écoutez, on parlait à l'instant de besoin de solidarité dans la ville. Là, on a une réponse effectivement de solidarité. Et on a une réponse qui est à la fois une solidarité et une réponse de bonne gestion. Moi, je vais en profiter, si vous préférez, pour rebondir. Je détaillerai très rapidement sur le sujet de la cantine gratuite à proprement parler. Mais notre philosophie, elle n'est pas de faire moins de services publics, moins de solidarité, comme ne cesse de le dire mon concurrent. Notre philosophie, elle n'est pas de moins dépenser, par exemple. Elle est de mieux gérer pour pouvoir plus dépenser
dans des dépenses utiles. On va revenir Pour justement pouvoir sur cette faire question plus des de finances. services publics. Mais donc justement là-dessus, sur la cantine gratuite, c'est ça l'enjeu. Quand M. Rossier dit M. Hanotin va faire 5 millions d'économies, ben, je vais faire 5 millions d'économies pour pouvoir financer la cantine gratuite. Par Est-ce que exemple, c'est pas inégalitaire coûte- comme mesure? Parce que ça c'est une des Eh bien, critiques qu'on peut eh bien, entendre. je ne pense Ça, on pas. fait un cadeau à ceux Non, mais qui payent plus. Mais écoutez, moi ce que je pense, je vous le dis, c'est que d'abord, il y a un principe philosophique pour moi, comme quoi l'école doit être gratuite. Et pour moi, l'école, eh bien, c'est on n'est pas tous d'accord, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura des élections départementales l'année prochaine et que effectivement, moi je recommanderais au président Stéphane Troussel, s'il veut faire campagne, de porter cette question de la gratuité de la cantine lors des prochaines échéances départementales. Donc, en l'occurrence, nous sommes à Saint-Denis et donc oui, nous avons construit notre projet autour de cette mesure qui est à la fois une mesure philosophique pour permettre à plus d'enfants d'aller à la cantine. Parce que la réalité, c'est qu'il y a de nombreux enfants qui ne vont pas à la cantine parce que, d'une manière ou d'une autre, ça coûte trop cher. La meilleure preuve, c'est que dès que la cantine est gratuite, dans toutes les villes qui l'ont testé, on a connu 20% à peu près, en moyenne, d'augmentation. Donc, c'est bien la preuve que le prix est un levier pour y aller. Moi, je rencontre régulièrement des parents qui ont des petits salaires, d'ailleurs même pas que des petits salaires, des salaires moyens, des salaires médians, des salaires de 1400, 1500, 2000 euros, et pour lesquels la cantine, pour 2, 3 enfants, est une vraie charge sur le budget à la fin du mois. Eh bien, oui, c'est une réponse à tout ça. À la fois une réponse philosophique pour permettre aux enfants de rester ensemble un maximum d'entre eux tout au long de la journée, de travailler sur la socialisation des enfants. On est dans un pays où on développe les arts de la table. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour justement que cette pause méridienne pour travailler à la socialisation et au savoir-être des enfants. Vous vouliez réagir rapidement? Oui, parce que le problème, c'est que comme souvent, Mathieu Hanotin ne dit pas tout sur la cantine gratuite. Parce que j'aimerais bien qu'il nous redonne le coût estimé de sa cantine gratuite. Il nous parle autour de 2 millions d'euros. 2,7 millions, c'est ce que vous encaissez chaque année, monsieur. Mais justement. Aussi. C'est là-dessus. Oui, là vous avez raison. Mais le problème, c'est que vous avez dit autre chose et vous l'avez rappelé aujourd'hui. Ça va augmenter, ça coûtera plus cher demain. C'est ça votre réponse. On va laisser. Je précise, on va gagner du temps. Non, ça on peut laisser Laurent Rossier. Non, mais pas du tout. Vous n'avez pas envie d'écouter. Donc je dis pardon, non seulement c'est pas excusez-moi, comme si la cantine à Saint-Denis était une cantine au prix élevé. Je le rappelle, 15 centimes d'euros. 4,20 € au tarif le plus élevé, une cantine basée sur le quotient familial qui fait quand même office de justice sociale. Mais plus grave que ça, donc effectivement 2,7 millions, donc ça coûte à minima 2,7 millions qui sont les recettes de cantine de la ville. Vous dites, toutes les villes qui ont fait, ça augmente de 20%. Donc soit vous avez moins d'encadrants demain, soit il faudra aussi recruter de nouveaux animateurs de cantine. Et ça se paye, les nouveaux animateurs de cantine. Quand on a la cantine gratuite, c'est le cas à Drancy dans d'autres villes, on n'a plus la subvention CAF, 1 million d'euros en moins. Donc tout cela chiffré, ça fait autour de 5 millions votre prix de la cantine. C'est plus du tout le 2,7 millions que vous faites croire aux Dionysiens. Donc ça veut dire que vous allez devoir supprimer encore. On parlera finance publique après, si vous voulez, monsieur Rossier, parce que franchement, là-dessus, vous n'êtes vraiment pas un exemple en termes de bonne gestion des deniers publics. Pourquoi il y a cette différence de chiffrage? Et après, je vais juste finir. Et après, ce que dira monsieur Hanotin, comme là on fait, comme par hasard, des villes de droite, Drancy, tout ça, c'est finalement c'est un peu compliqué, on n'a pas assez de place, on n'a pas assez d'animateurs, c'est plus cher que prévu, et on va commencer à mettre des critères. Pour l'instant vous le dites pas. Et après les deux parents qui travaillent, désolé, on met des critères, mais on ira. Aussi, mais c'est un mensonge. Ce que vous faites. Non, c'est vous qui mentez. Les 2,7 millions, c'est un mensonge, monsieur Hanotin. Je le dis devant avec 20% en plus, comme vous l'avez dit, c'est un mensonge, monsieur Hanotin. On laisse juste un moment l'argent rapidement et puis après on passe à les finances publiques sont trop importantes. Quand je dis qu'aujourd'hui les rentrées dû au ticket, des prestations, c'est 2,7 millions, vous l'avez vous-même reconnu. Oui, ça coûtera plus cher demain si on a plus de services publics, c'est le bon sens quand même, s'il y a plus de gens qui mangent, il faut plus de personnel, il faut plus de denrées, oui, ça coûtera plus cher, mais c'est un service public qu'on assumera, enfin. Il y a presque 40%, entre 40 et 50% des villes de France dans lesquelles la cantine est gratuite. Donc je veux bien que M. Rossier m'explique que c'est que des villes de droite, ou c'est que injuste, etc. Mais honnêtement, je vous dis, je ne le pense pas. Moi, je ne le pense pas. Où vous faites des économies. On va en parler. Cette question des finances, laissons-la plus tard dans le débat. C'est 5 millions, c'est pas 2 millions. Mathieu Hanotin, très rapidement, en un mot, s'il vous plaît. Votre bonne gestion des deniers publics. Mathieu Hanotin, s'il vous plaît, en un mot sur cette question. Donc, juste pour répondre très précisément, est-ce que vous vous engagez à ce que la cantine soit gratuite pour tous les enfants de Saint-Denis pendant 6 ans? Exactement, pour tous les enfants de Saint-Denis. Et je veux le dire, il n'y aura pas de sélection. Tous ceux qui souhaitent manger à la cantine pourront le faire. Et c'est pour cette raison-là qu'on ne le fera pas dès la rentrée prochaine.
parce qu'il faut du temps pour le préparer. Donc Très on le bien. fera probablement en 2 temps. Une première vague en septembre 2021, c'est ce qu'on a pensé pour les maternelles, et en septembre 2022 ou 2023 pour les élémentaires. On va avancer et après cette mesure emblématique de chacun de vos programmes, on va parler d'un grand projet. On va vous laisser nous faire imaginer finalement la ville que vous léguerez en 2026 tous les deux. Il y aura eu les Jeux Olympiques et Paralympiques entre-temps, il y aura eu des grands projets, il y aura eu la transformation de beaucoup de quartiers. Mathieu Hanotin, pour commencer rapidement, quel grand projet d'aménagement aura vu le jour pendant votre mandat et est-ce que vous pouvez nous dire en quoi finalement est-ce qu'il va changer Saint-Denis? Bon, Saint-Denis, c'est une ville qui va énormément muter, qui va bouger, notamment avec les Jeux Olympiques durant ce mandat, le mandat 2020-2026. À l'évidence, c'est un mandat crucial. Moi, je voudrais insister sur un projet, finalement, avant tout sur une idée, qui est celle de travailler au retour de la nature en ville. Saint-Denis est une ville qui est beaucoup trop bétonnée, qui a subi ces dernières années, malheureusement, ces dernières dizaines d'années, une urbanisation avec énormément de béton. Encore une fois, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour le voir. Dans ce dernier mandat, les aménagements de places, place Benito-Sacristan, Porte de Paris, place de la Résistance, évidemment. Donc là, nous, on a 2 projets emblématiques. Je triche un petit peu, vous m'excusez. Un projet autour du réaménagement des bords de Seine, des quais de Seine, où on veut en créer un espace où on débitume et un vrai espace de loisirs au bord de Seine. Les visuels sont tout à fait disponibles sur Internet pour vos auditeurs. Et le deuxième? Et le deuxième, autour du parc Marcel Cachin, pour en faire un vrai deuxième poumon vert de presque 7 hectares, non seulement au cœur de ville, mais orienté vers le nord de la ville, parce que la plupart des investissements qui ont été faits n'ont quand même été plutôt pour le sud de la ville. Et moi, je souhaite, vu qu'il y aura les JO, notamment au sud, rééquilibrer, avoir ce grand œuvre écologique sur la partie nord de la ville. Laurent Russier, même question pour vous. Donc un grand projet, puis à quoi ressemblera Saint-Denis en 2026 au sortir des Jeux Olympiques Déjà, sur les 2024? espaces verts, je l'ai dit, mais c'est extrêmement important. Enfin, quand 5 parcs urbains, plus 100 000 m², certains sont au nord, zone des terres, c'est le nord de la ville, Confluence, c'est le centre de la ville. Et puis, c'est pas comme si quand même Mathieu Hanotin avait combattu, redonner sur la place Robert de Côte, arriver à redonner quand même un espace vert à la place d'un parking. Sur le projet. Ce que je dis, il y a une cohérence dans ce que nous proposons aux Dionysiens. Les mandats précédents, il fallait combattre la désindustrialisation et reconstruire de la ville. Ensuite, il a fallu accompagner le centre-ville pour le redynamiser. Et cela est en cours, il faudra aller demain encore plus loin. Troisièmement, c'est comment on met cette attractivité et les opportunités qu'elle enclenche, notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques, le Grand Paris Express, comment ces opportunités, on les met sur la qualité de vie, qui doit être l'axe majeur, la qualité de vie de nos habitants. Avec une ville plus verte, je le redisais sur les parcs, avec une ville qui refait du lien entre les quartiers. Après avoir couvert l'autoroute 1, il est temps à un moment de pouvoir franchir ce réseau ferré de 250 mètres qui ferait une vraie coupure est-ouest dans la ville. Mais c'est aussi le tramway T8 qu'on doit prolonger de la Porte de Paris, Franc-Moisin et La Plaine, justement pour relier le nord et le sud. Et puis, c'est un nouveau conservatoire et il est attendu par beaucoup d'habitants. Et puis, j'allais dire cerise sur le gâteau, une piscine olympique, la piscine olympique qui sera utile à nos enfants pour qu'on ait 2 fois plus de créneaux demain. Et donc les Jeux Olympiques doivent être un héritage, le Grand Paris Express aussi, et de la même manière que ça va peut-être nous permettre d'avoir une relance économique un peu plus rapide ici, il faudra qu'on se batte, que ce soit au bénéfice des Dionysiens. Mais le dernier point, c'est que je m'engage à ce que tout cela se fasse avec tous les Dionysiens de tous les quartiers et sans exclusion, parce que c'est qu'à ce titre-là qu'on sera tous gagnants pour une ville apaisée demain. Une question qui fera l'objet de notre 3e partie. Sandre, on va reprendre des questions d'internautes. Sur lesquelles on va vous demander d'être concis au possible. Pour avoir un peu de temps en 3e partie. Temps de parole, ça commence. Il y a toujours un petit, je crois, déséquilibre. Avance, Mais qui s'est réduit normalement. 2 minutes d'avance pour voilà, 2 minutes Laurent d'avance. Russier, donc, On y travaille tout doucement. voilà. C'est M. Russier qui est en avance ou en retard? Non, Non, Monsieur Russier est en retard par rapport à vous. D'accord. Vous avez beaucoup plus parlé. Voilà. il s'en dit les choses directement, c'est ça qui est bien. Alors je commence par Laurent vous, tu vas Russier. Une question de Madame Laurent. Pouvez-vous m'éclairer sur la mise en place de la mutuelle de santé municipale? Dans un contexte de crise sanitaire, cette mesure me paraît essentielle et doit être développée. Elle est effectivement essentielle. Nous avions au début imaginé la mettre en place au bout d'1 an ou 2 ans de mandat pour vraiment, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite. Aller plus vite, c'est pas faire moins bien. Mais pourquoi elle est essentielle? On s'en est encore plus rendu compte là pendant la crise sanitaire, y compris un territoire plus touché parce que trop de nos habitants renoncent à des soins de santé ou les repoussent, y compris pour des raisons de prise en charge et des raisons financières. Et donc on se rend compte aussi qu'on a beaucoup de retraités lorsqu'ils ne travaillent plus dans une entreprise qui parfois
propose une mutuelle. On a beaucoup d'indépendants, commerçants ou artisans. On a des chômeurs qui n'ont aucun accès à une mutuelle ou alors à des mutuelles qui finalement, comme ils sont moins solvables, est très très cher. L'idée de la mutuelle de ville, c'est comment la ville, elle rentre en contact justement avec de nombreuses mutuelles solidaires pour pouvoir proposer un panier de remboursement et de soins des habitants. Ça me semble une mesure effectivement essentielle. Elle a été lancée par Montreuil, donc on va aussi travailler avec la ville de Montreuil pour voir comment on peut justement avancer plus vite sur ce sujet, que ça me semble important qu'on le lance dès cet automne. D'accord, donc une autre question concernant votre programme, concernant l'écologie, une question de Martine. La place de la nature en ville semble vous tenir à cœur, alors pourquoi vouloir à tout prix construire des immeubles dans des espaces verts déjà existants au lieu de soutenir des projets d'agriculture urbaine? Mais je ne vois pas de quel. Je souhaite que vous l'éclairiez sur cette question. D'accord, sur la place de la. Au contraire, l'agriculture urbaine me semble important. Je le rappelle parce que. On essaie souvent de passer sous silence les belles réalisations. On est la seule ville à toucher Paris et à avoir un aussi grand terrain d'agriculture urbaine. Parce que la ville a fait le choix d'être propriétaire du terrain et justement de pouvoir travailler à l'agriculture responsable urbaine en lien avec les habitants. Ce que l'on propose sur la zone des Tartes, qui est de l'autre côté de la ferme urbaine, c'est justement, et encore plus sur Saint-Denis, parce que la plupart des logements sont plutôt du côté de Pierrefitte et de Stein, c'est d'avoir là aussi une belle place à l'agriculture urbaine, au jardin partagé. Ça n'aurait effectivement pas de sens d'aménager nos espaces verts pour faire de la construction. Il faut tenir le besoin de logement, mais surtout le besoin de nature en ville, il est essentiel pour nos habitants. Finalement, heureusement que les citoyens se sont battus pour préserver le jardin Aguette, monsieur Rossier. Et heureusement que les habitants se sont battus pour protéger le parc de la Courneuve, le parc Georges Valdon, heureusement. Sur cet espace. Alors Mathieu Hanotin, comme vous êtes en avance, mais on a une question sur la cantine gratuite, comme vous en parliez, de Leïla. Pourquoi mettre en place la cantine gratuite dans les écoles maternelles et élémentaires alors que vous avez augmenté ces tarifs au collège départemental? J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, donc les tarifs, ils n'ont d'abord pas été augmentés au niveau des départements, c'est effectivement le tarif le plus élevé qui a été augmenté. Pour les personnes les plus en difficulté au département, ça n'a pas bougé. Je précise que cette augmentation dont on parle, elle date d'il y a maintenant 4-5 ans et que par ailleurs, elle a été, puisqu'on parle de vote, elle a été votée par les élus communistes qui siègent aussi au département. Il y avait une réalité financière au département qui faisait, après justement 30 ans d'une gestion communiste extrêmement compliquée, quand nous sommes arrivés aux manettes en 2008, qui a fait qu'il y a eu aussi des choix compliqués à mener. Et c'est pour ça qu'en 2008, effectivement, quand je me permets de répondre aussi à une attaque de M. Rossier tout à l'heure, quand il a fallu choisir entre équiper en numérique les collèges et les familles, on a fait le choix à l'époque, mais c'était en 2008, il y a 12 ans de ça, d'équiper les établissements avant en tout cas d'équiper les familles. D'accord, merci. Alors, c'est la partie 3 du Islande. Et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. L'Islande, normalement, revient à la fin de cette troisième partie. Donc cette troisième partie, on va avoir, le temps passe, donc on va vous demander d'être encore une fois efficace, encore plus, on a encore un peu de marge je crois des deux côtés. On va parler cette fois-ci d'exercice du pouvoir. Quand on choisit son maire finalement, on veut savoir ce qu'il va faire, mais on veut aussi savoir comment est-ce qu'il va s'y prendre. La façon dont on exerce le pouvoir compte au moins autant que les idées en politique. Dans cette campagne, elle a eu une importance fondamentale. Première question pour Laurent Rossier, on en a parlé au début de ce débat, vous avez repris finalement un certain nombre de dispositions du programme de la liste Saint-Denis en commun, et notamment l'idée du référendum d'initiative citoyenne, qui ne figurait pas dans votre programme de premier tour. Pourtant, au cours de ce mandat, pour des questions comme le stationnement résidentiel payant, comme la rénovation urbaine au Franc-Moisin, vous n'avez pas eu recours à cette voie-là ou à celle du moratoire, alors que parfois c'était demandé. Pourquoi ce revirement, et sur quelles questions concrètement, par exemple, Laurent Rossier, maire, après le 28 juin, organisera un référendum d'initiative citoyenne? Mais votre question est dans le référendum d'initiative citoyenne. Donc ce sont les citoyens qui nous demanderont sur quelles questions ils ont envie de donner leur avis. C'est pas un revirement ou un renoncement, c'est une évolution. Sur les deux sujets que vous donnez, je pense qu'effectivement, il faut arriver à les traiter différemment. Mais le référendum d'initiative citoyenne, pour moi, il ne s'applique pas, par exemple, au projet de rénovation urbaine de Franc-Moisin. C'est un projet éminemment complexe, où on parle de bâti, on parle de voirie, on parle de tramway, on parle de groupe scolaire. Donc ça ne peut pas rentrer dans une case d'un référendum. Pour rappeler très rapidement ce que vous avez annoncé, c'est donc que vous n'allez pas signer cette charte avec l'ANRU, que vous... on se redonne 6 mois de travail avec les habitants. Donc vous ouvrez une nouvelle concertation, une deuxième finalement. Oui. Et à la fin de cette concertation, qu'est-ce qui va se passer? C'est
vous qui signerez cette charte ou il y aura une consultation, une forme de référendum peut-être? Non, je le redis, sur ce sujet-là, le référendum d'initiative citoyenne, pour moi, n'est pas adapté. Il est adapté à des questions beaucoup plus claires, beaucoup plus fermées. Par exemple par exemple, les citoyens nous le diront. La question du stationnement aurait pu être effectivement une question où on arrive sur un référendum d'initiative citoyenne. Nous proposons aussi, en parallèle, les assemblées citoyennes de consensus. C'est-à-dire sur un problème, une problématique complexe de la ville, et ben on met en tas, je ne sais pas comment le dire autrement, des habitants volontaires, des collectifs, des associations, des habitants tirés au sort, des professionnels. De la même manière, sur le Conseil local de transition écologique que nous allons lancer dès le début de la nouvelle mandature, nous proposons là aussi d'avoir le maximum d'intelligence collective pour avancer dans nos projets. Vous voyez, c'est un peu ce que est en train de faire Emmanuel Macron sur les projets environnementaux et écologiques. On ne sait pas ce qu'il en fera de ce qui est sorti. Moi, je trouve ces propositions extrêmement audacieuses et importantes pour nos territoires. Mais c'est aussi l'engagement que je prends. Donc avec ce référendum citoyen, les assemblées citoyennes de consensus et des réunions mensuelles et plus de moyens dans la ville et quartier, c'est comment on s'appuie sur les habitants. Mais vous promettez de faire différemment finalement? Bien sûr. Il y a un petit côté. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu le mouvement des Gilets jaunes qui a interrogé la démocratie à l'échelle nationale mais aussi locale. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu une élection où il y a un vrai besoin des habitants d'être beaucoup plus maîtres de leur destin et de partager la politique avec les élus. Les élus qui sont dans la posture de facilitateurs. À un moment, il y a des débats tranchés, oui, mais on doit être aussi dans une posture de faciliter les débats, de faciliter le pouvoir d'agir citoyen. Et ça me semble extrêmement important. On a été longtemps en avance, notamment dans les années 90, sur les questions de démocratie. Depuis, ces questions sont compliquées. Je pense qu'il n'y a aucun maire qui dirait qu'elles sont totalement simples, mais on voit bien qu'il y a un besoin totalement nouveau des habitants s'impliquer. Et je crois, et j'espère, que la crise sanitaire et la crise sociale qui s'annoncent vont démultiplier ce besoin d'action, d'investissement des habitants, et donc il faut l'entendre et l'accompagner. Mathieu Hanotin, dans votre programme, il y a aussi une idée autour d'ateliers citoyens. Mais à part ça, finalement, le chapitre démocratie locale n'est pas forcément très étoffé dans votre programme. D'où la question que je vais vous poser. Comment faire en sorte que la démocratie ne vive pas uniquement en 2020, puis en 2026? Comment faire en sorte que les habitants soient consultés, qu'ils puissent décider, qu'ils puissent être associés pendant 6 ans, très concrètement, pendant votre mandat? C'est une très bonne question mais justement, pour l'atelier citoyen tel qu'on l'a conçu, il a vocation à répondre à ça. Il faut s'interroger sur finalement qu'est-ce qu'on demande aux citoyens dans cet entre-deux électoral qui dure 6 ans. Tout ce qu'on nous a proposé jusqu'alors, excusez-moi de le dire, à Saint-Denis, mais pas que à Saint-Denis, c'est des conseils consultatifs divers et variés où finalement on demandait aux gens de venir commenter l'action publique, mais où au final ils n'avaient pas de prise sur les choses. Et d'ailleurs, on le voit à Saint-Denis, la plupart des conseils consultatifs, ils ont arrêté de se réunir. Certains ont même fait leur première réunion à quelques semaines du début de la campagne du premier tour. Voilà. Et rapidement, le référendum citoyen, par exemple, vous n'y êtes pas favorable, le budget participatif non plus? Il y a une procédure qui existe, qui est le référendum d'initiative locale. Voilà, moi, je n'exclus pas d'avoir recours à cette initiative. Par exemple, Michel Fourcade, le maire de Pierrefitte, l'avait eu sur la question de la police municipale armée, et je pense qu'il avait eu raison de le faire à un titre, c'est qu'il avait dit « je n'en ai pas parlé pendant la campagne électorale ». C'est une nouvelle mesure que je souhaite porter. Il n'y avait pas eu de jugement des électeurs dessus, et donc il a souhaité revenir devant les électeurs. Dans ce cadre de figure, effectivement, moi je peux être favorable à un référendum. Mais d'avoir après un référendum qui serait sur des projets spécifiques par intermittence, je pense que ce n'est pas pertinent, parce que c'est pour ça que la démocratie représentative existe. Il faut bien sûr être à l'écoute, avoir une plus grande capacité d'écoute, parce que je pense que ces dernières années, vous avez cité un de sujets, à Saint-Denis, ça n'a pas été trop le cas à l'évidence. Le stationnement en est un, et le projet en rue aussi. Moi, ce que je veux, c'est voir comment est-ce que, entre deux élections, on donne du pouvoir d'agir, pas juste du pouvoir de commenter. Et donc très concrètement, c'est... Donc on va multiplier par 5 le budget citoyen, qui est à 200 000 aujourd'hui, et donc on le passera à 1 million d'euros, pour donner aux citoyens qui ont envie d'agir des capacités à le faire. Et c'est justement l'atelier citoyen qui aura vocation à la fois à fédérer les différents conseils consultatifs, mais aussi justement à s'impliquer, à décider, à donner du pouvoir
les conseillers citoyens finalement seront désignés ou tirés au sort probablement pour une période de 2 ans. Donc on en aura 3 promotions entre guillemets. 2 ans, ça me paraît être la bonne période parce que souvent les projets des citoyens justement, c'est pas sur l'annualité budgétaire, quoi. Il y a besoin d'un peu plus de temps pour les mettre en œuvre. Et ça me semble plus juste pour attribuer des budgets que de faire un vote par texto, comme on l'a vu avec toutes les limites qu'on a pu voir durant ce mandat. Puisqu'on parle de budget, ça ouvre la question des finances. La transition est toute faite vers les finances publiques. Non, mais je voulais juste dire un petit mot et comme puis sur après on passe l'exercice. finances publiques. Le mandat de maire, c'est un mandat très particulier dans le mandat des élus. C'est un mandat qui doit aussi utiliser la richesse des habitants de sa ville. Je le redisais tout à l'heure, aimer sa ville, être fier de sa ville quand tant d'autres la dénigrent. Je ne parle même pas de vous, je parle des médias. Mais je trouve que pendant 2 ans, vous ne l'avez pas beaucoup aidé au débat. Mais enfin, aimer Saint-Denis, s'appuyer sur ses richesses, c'est aussi ça la démocratie. Enfin, moi, Saint-Denis, je veux dire 2-3 exemples. C'est le quartier de la Gare, le quartier où j'habite. Le quartier qui a été capable d'accueillir un Stéphanois, une Congolaise, un Portugais, une Parisienne, avec toujours la même générosité. C'est... je vais citer des prénoms, c'est Arnema, c'est Mehdi, c'est Youssouf, c'est Adrien qui continuent à croire en la jeunesse de nos quartiers. C'est nos anciens qui sont battus pour le modèle social que l'on connaît et qui continuent à faire la richesse de la ville. C'est pendant le Covid, la caissière, le livreur, la policière municipale, l'enseignant qui ont continué de travailler pour que la France ne tombe pas plus bas. Et puis ce sont, parce qu'on ne parle pas beaucoup de culture malheureusement, ce sont Emmanuel, Nathalie, Gabin, Boris, Landy, enfin tous ceux-là qui font vivre la vitalité culturelle de la ville. Et puis ce sont, et je termine là-dessus, tous ces élans de générosité qu'on a vus pendant la crise du Covid, ça ne serait pas passé de la même manière partout ailleurs. Parce que cette terre, cette richesse de Saint-Denis, enfin moi je suis fier de ma ville, je suis fier de ses habitants et de cette richesse. Donc la démocratie, c'est aussi s'appuyer sur cette richesse. Et on peut d'autant plus, du coup, les accompagner dans leurs besoins d'égalité. À un moment ou à un autre, un maire, il a 2 pattes. Une patte plantée dans le local avec ses habitants et une autre qui vient réclamer l'égalité pour ses habitants. Je le redis, sur la justice, la santé, la police, l'éducation. Très bien. Donc je vous dis, on voulait parler finances publiques, le sujet est déjà venu sur le tapis puisqu'il est éminemment important évidemment, et c'est la question du comment on fait les choses. Vous avez déjà eu l'occasion de le dire, vous considérez que la ville est mal gérée. Mathieu Hanotin, vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts par ailleurs. Du coup, pour financer tout ou partie de votre programme, vous parlez de réorganiser les services municipaux en vous appuyant notamment sur un retour à la légalité du temps de travail, 1607 heures contre 1535 heures annuelles. Pensez-vous que les agents vont vous suivre sur ce chemin et pourquoi? Alors, excusez-moi. D'abord, il y a des lois dans notre pays, on y est tous soumis, qu'on soit agent de la fonction publique ou pas. Donc oui, moi la seule chose que je dis, c'est que je souhaite que nous respections les règles. C'est important de regarder quand même les chiffres, parce que les chiffres, vous savez, quand on parle de finances publiques, il faut à la fois avoir les petites lunettes de précision sur chacune des actions qu'on mène, et puis à un moment donné, les grandes lunettes qui nous permettent de comparer, savoir si on est dans les clous, dans la bonne gestion des deniers publics, parce qu'après tout, les deniers publics, ce ne sont rien d'autre que vos impôts, mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes. À Saint-Denis, entre 2014 et 2019, la population a augmenté de 3%. À Saint-Denis, entre 2014 et 2019, les recettes ont augmenté de 5%. Et à Saint-Denis toujours, durant cette même période, les dépenses ont augmenté de 10%. Dans ces 10%, la plus grande partie, effectivement, c'est que sur 16 millions de dépenses supplémentaires, il y en a 13 qui étaient affectées aux dépenses de personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que on a réduit les capacités d'investissement de la ville. Quand M. Russier est devenu maire en 2016, la ville que lui a laissé M. Paillard, le taux d'épargne brute de la ville était encore de 12,6%. Ce qui est déjà assez faible, mais ce qui était quand même encore assez conséquent. L'année dernière, on était descendu à 8,8%. La limite de soutenabilité de la dette, c'est à partir de 8%. Après, honnêtement... Ça veut dire concrètement que la ville doit s'endetter plus pour financer ses investissements. Exactement, voilà. Parce que c'est un peu technique là. Non, mais donc c'est un peu technique, mais je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir investir, il faut bien gérer le budget de fonctionnement pour qu'on ait de l'argent pour faire plus de services publics, pour construire une maison médicale de garde, pour investir tout simplement sur la rénovation de nos équipements comme c'est trop souvent nécessaire. Et donc bien gérer justement ce budget, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous préférez, pour qu'on compare ce qui est comparable. Deux villes par ailleurs à gestion communiste du département. Monsieur Russier parle souvent de Montreuil.
Excusez-moi, mais la gestion des deniers publics à Montreuil, on est dans autre chose qu'à Saint-Denis. Alors, j'ai bien noté que M. Bessac vous soutenez. Je ne sais pas s'il a regardé la qualité de vos dépenses. Vous en faites pas, lui, il travaille. De personnel, oui, mais monsieur, il travaille très bien. Non, vous savez combien est son budget dédié au personnel dans la ville? Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, effectivement, pour le réduire durant ce mandat, parce qu'il y avait une situation très compliquée avant. Aujourd'hui, dans la ville de Montreuil, on dépense 108 millions d'euros sur le budget personnel. À Saint-Denis, on dépense 140. Donc ces chiffres, ils sont. Pour le même périmètre d'agents ou pas? Non, mais j'ai pas les mêmes chiffres. Non, effectivement, pas les mêmes chiffres. Pas pour le même nombre d'agents, parce qu'il y a entre 300 et 400 agents de moins à la ville de Montreuil. Donc les choses s'expliquent. Je veux dire, il n'y a pas. Donc voilà. Mais par contre, en termes de qualité de service rendu, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de regarder la qualité du service rendu qui est rendu à Montreuil et à Saint-Denis. Eh bien, je vous le dis, monsieur Russier, je pense qu'il y a un service public de meilleure qualité qui est rendu à Montreuil. Ça, c'est pour le constat, mais juste sur vos solutions, pour répondre très directement à la question. Donc, on gère mieux le budget de fonctionnement, c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire directement? Est-ce qu'on fait plus travailler? Est-ce qu'on réduit le nombre d'agents communaux? Qu'est-ce qu'on fait Moi, je l'ai dit, effectivement, sur la question du plus travailler, c'est juste revenir à la règle. Donc, augmenter le temps de travail pour revenir à la légalité. C'est la légalité. Est-ce qu'il y aura moins d'agents communaux, plus Mais écoutez, plus ou moins, on va quand même adapter en fonction de la réalité des besoins et des missions. Ça dépendra des services. Il y aura plus de policiers municipaux. Je l'ai dit, il y aura plus d'ATSEM parce qu'on va faire la cantine gratuite à terme. En tout cas, quand la cantine va se faire, on recrutera à cet endroit-là. Mais oui, effectivement, je pense que sur les plus de 3000 agents de la ville… il y aura moins d'eux. Monsieur Russier, je pense que sur les plus de 3000 agents de la ville, il y a matière à trouver, à réinterroger le fonctionnement de chaque service pour voir effectivement où est-ce qu'on peut trouver des économies. La meilleure preuve, encore une fois, je vous le dis, c'est qu'une ville comme Montreuil, elle a presque 400 agents de moins que Saint-Denis. Presque 400 agents de moins. Donc ça doit quand même nous interpeller. Il n'y aura pas, très rapidement, il n'y aura pas d'économie sur le budget d'investissement, vous n'investirez pas moins? On n'investira pas moins et je veux le dire, on ne supprimera aucun service. Très bien. Donc on réinterrogera la qualité de tout ce qui est produit et de si on peut se réorganiser, mais on ne supprimera aucun service. Il n'y aura pas de privatisation de crèches, il n'y aura pas de privatisation des centres ou de suppression des centres médicaux de santé. Il n'y aura pas toutes ces choses-là. Tout ça, c'est les mensonges de campagne de M. Russier. Il faudra juste vérifier quand même, parce qu'il y a certaines collectivités qui externalisent certains services et d'autres qui en internalisent. C'est toujours un petit peu compliqué de comparer, mais les masses par exemple, à Montreuil, ils ont encore plus de services publics à fournir que nous parce qu'ils gèrent par exemple le nettoyage de la ville, ce qui est quand même pourvoyeur de nombreux emplois à l'échelle de la commune. Et il y a d'autres villes, si on prenait d'autres villes du 92, où on a des ratios qui montrent aussi qu'on est très largement au-delà de tout le monde. Pour répondre précisément sur tous ces points, puis après je vous poserai une petite question complémentaire. Mais tout d'abord, j'aime toujours autant quand M. Hanotin et tous ses amis font autant la publicité pour la ville de Montreuil. C'est dingue qu'ils n'arrivent jamais à parler d'une ville socialiste. C'est toujours la ville dirigée par les communistes de Montreuil. J'en suis très fier. Je suis très fier pour mon ami Patrice. Mais on s'en inspire. Je vais donner moi aussi quelques chiffres. Tout d'abord, il y a des faits. Il y a la Chambre régionale des comptes qui audite les villes régulièrement. La Chambre régionale des comptes, je la cite, dit que la ville de Saint-Denis est dans une situation financière structurellement saine, avec une capacité d'autofinancement plus élevée que la strate. La strate, c'est les villes de plus de 100 000 habitants équivalentes, dont Montreuil, avec une dette sécurisée, une gestion rigoureuse et toujours en progrès de la commande publique. Donc ça, c'est la Chambre régionale des comptes qui cite. Et on a eu d'autres exemples de la Chambre régionale des comptes dans d'autres villes. Bobigny, dans l'exemple le plus fantastique, où ça fait état de dérives. Je pense que ça peut faire consensus entre nous, monsieur Russier. La deuxième chose, c'est les chiffres. Les chiffres, parce que moi, je me refuse d'endetter la ville et nos habitants. La dette par habitant, c'est pareil, c'est dans la Chambre régionale des comptes, je donne les chiffres. Saint-Denis, 1176 € par habitant. Montreuil, 1972 € par habitant. Bondy, 1825 € par habitant. Et Pantin, 1603 € par habitant. Oui, ne pas endetter ses habitants, c'est de la bonne gestion. Et pour autant, nous sommes régulièrement dans les 42 millions d'investissements annuels. Et nous avons, moi j'ai pas les mêmes chiffres que M. Hanotin, mais dans tous les cas, dans les chiffres, oui, de la Chambre régionale des comptes. C'est internet de la mairie de Montreuil. Donc, non mais moi c'est, oui mais Chambre régionale des comptes, quand ils font bilan de l'ensemble des villes. Sur la surface financière, donc en gros les investissements pour rapporter les dépenses d'investissement rapportées aux dépenses d'habitants, on est légèrement au-dessus de Montreuil. Et on est largement au-dessus de Bondy, par exemple. Je parlais des charges de personnel. Donc du coup, effectivement, la ville de Montreuil a un budget moins important. Donc ça veut dire que effectivement la ville est bien. Moi après j'ai une question quand même, qui me taraude parce que elle est chaque fois éludée par Mathieu Hanotin. J'ai entendu dans sa conclusion au débat de France 3. Je le entends encore aujourd'hui. Il dit demain plus de policiers municipaux. C'est bien. Je propose la même chose. Demain la cantine gratuite. Et on se rend compte que ça va coûter 5 millions d'euros et pas les 2,7 millions. Il l'étale dans le temps, mais dans tous les cas, la cantine gratuite, sans aucun critère.
Demain, je fais des heures supplémentaires, le travailler plus pour gagner plus, vous savez, proposé par Sarkozy. Demain, des heures supplémentaires pour les salariés de la ville. À un moment ou un autre, ça rentre pas dans les mesures financières. Vous dites, ah mais on verra, il y a sûrement des choses qu'on fera à la baisse. Mais à un moment, il faut dire, c'est ça la vérité devant les Dionysiens. Ça ne sera pas au moment, de bout d'1 an ou 2 ans, on ferait peut-être un référendum à ce moment-là, mais qu'il faudra dire aux Dionysiens, bah désolé, tel service public, je dois faire des économies. Vous l'avez dit pour le département tout à l'heure, ah bah désolé. Et le département, c'est pas la gestion communiste, hein, c'est le RSA. Enfin, si Sylvain Troussel vous entendez, je pense qu'il vous contredirait. C'est surtout la gestion calamiteuse du transfert du RSA au département qui les a mis en difficulté financière. Donc, à un moment ou un autre, il ne faut pas tout confondre. Mais voilà, mais dans tous les cas, M. Hanotin, à un moment ou un autre, il faudra dire la réalité aux Dionysiens. Comment vous faites pour une réponse rapide peut-être et sans augmentation d'impôts. Enfin, écoutez, tout ça, ça rentre moi, pas. Je l'ai dit. Moi, contrairement à vous, je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts, M. Russier. Moi, contrairement à vous, et ça vous avez bien fait de ne pas vous engager, parce que vu que vous les avez quand même très largement augmentés. Parce que votre gouvernement. Arrêtez. Ah non. Attends. Et en 2008, on ne parle pas les uns sur les autres. Non, mais c'est pour 2008 qui a augmenté les impôts. Non, mais ça, je tiens à rétablir la réalité là-dessus. On vous laissera répondre. Juste, Mathieu Hanotin, sur la question qui vous a été posée. J'ai pas coupé pendant le débat parce que j'aime pas trop faire ça, mais là, je suis désolé. Pas de problème. Juste, Mathieu Hanotin. François Hollande. Mais attendez, qu'est-ce que vous racontez ? Baisse les dotations globales du fonctionnement. Quand il arrive au gouvernement. Et il augmente les dotations de solidarité urbaine. Vous avez reçu plus d'argent que ce que vous en aviez, monsieur Russier. Arrêtez, on est simplement. On avait dit devant les habitants, on a un projet qui, sans augmentation d'impôts, tient la route. Mais il ne faut pas que les conditions extérieures changent. Quand François Hollande met la pression sur l'ensemble des collectivités territoriales, désolé, l'environnement la réalité budgétaire, c'est que certes, je l'ai dénoncé et j'étais pas tout à fait. Vous avez trop dénoncé M. Hollande. Je dis pas ça suffit, mais par contre on s'écoute, c'est mieux. Je veux dire, c'est mieux en s'écoutant. Je ne peux même pas vous répondre. Donc oui, vous avez été très largement compensé de la baisse de la DGF, qui n'était pas normale, mais la vérité, c'est que vous avez reçu plus d'argent que ce que vous en aviez sous la gauche, sous ce gouvernement Hollande que vous ne cessez de dénoncer. Grâce aux différentes dotations de solidarité urbaine et au fonds de péréquation, vous avez eu plus d'argent. Mais c'est un dû, monsieur Hanotin. Attendez, monsieur Russier, donc arrêtez d'expliquer n'importe quoi, que c'est toujours la faute aux autres. La vérité, c'est que vous n'avez pas bien géré l'argent qu'on vous a donné. Les recettes ont augmenté. Les recettes ont augmenté dans la ville, monsieur Russier. Les recettes ont augmenté. Alors, je vais poser une question et peut-être que c'est pas. Mais répondez à la question que les concitoyens y répondront. C'est que vu que vous avez augmenté de 10% les dépenses de fonctionnement, est-ce que les concitoyens, durant ce mandat, pas il y a 10 ans, est-ce qu'ils ont l'impression que le service public s'est amélioré de 10% dans ce mandat? Eh bien moi je ne le pense pas, monsieur Russier. Une mairie annexe ouverte à la cour. Je pense que malheureusement la situation s'est dégradée. Oui, le service public, malheureusement la situation s'est dégradée dans la commune et les citoyens de Saint-Denis le savent bien, ils le vivent au quotidien. Simplement juste, moi j'ai une dernière précision. Vous parlez quand même de 5 millions d'euros d'économies à dégager pour financer vos mesures. La Chambre régionale des comptes, alors elle pointait dans son rapport de 2017 un certain nombre de choses qui allaient bien en termes de gestion. Elle en pointait d'autres qui allaient moins bien. Elle avançait notamment le problème de l'absentéisme, donc elle parlait d'11 millions d'euros. Alors l'absentéisme de la Chambre régionale des comptes, c'est une façon de compter un peu particulière, peut-être que vous nous expliquerez, mais n'empêche, est-ce que c'est une piste pour vous? Et où est-ce que vous allez trouver les 5 millions d'euros d'économie? C'est un vrai débat, c'est d'ailleurs un débat de société, parce que l'absentéisme touche les sociétés privées, l'absentéisme touche les collectivités, l'absentéisme touche le département et toutes les villes de Seine-Saint-Denis. C'est la difficulté au travail. Et donc là, on a engagé un grand travail avec les syndicats, avec les personnels, pour faire diminuer l'absentéisme en travaillant avec les Est-ce que ça porte ses fruits? La deuxième chose que vous pouvez dire le nombre de contrôles de médecins que vous avez fait au domicile des salariés qui sont en arrêt de travail. Combien vous en avez fait durant ce mandat? On a transféré ça à la Sécurité sociale. La Sécurité sociale fait des contrôles. Ah, d'accord. C'est leur travail. Très bien. Et donc, je le redis, l'autre question, c'est la question du temps de travail. Mais là, enfin, je sais bien, le problème de Mathieu Hanotin, c'est qu'il ne se bat jamais. On a une loi sur les retraites. Le gouvernement est en train de reculer. On aurait écouté M. Hanotin, ah ben non, désolé, les retraites, c'est la loi. Moi, je continue à penser que la loi du SOPT, au moment aujourd'hui... Donc, de réforme de la fonction publique territoriale. Comme vous. Au moment où on voit le besoin de service public, où le président de la République lui-même, en dirait, il n'a pas tenu ses promesses, cette réforme, dit qu'il y aura besoin. Cette réforme, vous avez essayé de la faire. Il y aura besoin. Il y a un an et demi. Écoutez-moi, il y aura besoin. Attendez, soyons sérieux. En 2016, monsieur Russier, la réforme que je propose, monsieur Russier, vous avez essayé de la faire, la réforme de 1107 heures. Et vous avez reculé devant les syndicats. Donc je le redis, la loi du SOPT, votre majorité a essayé de la faire, vous avez reculé. On continue de s'écouter, s'il vous plaît. Je considère que par rapport aux besoins nouveaux de services publics, on ne peut pas faire comme si on revenait au monde d'avant. Enfin, il y a quand même une crise, tout le monde le dit, qui va durer à minima pendant 2 ans. On aura besoin de plus de services publics. Donc je suis persuadé que la loi du SOPT, j'en suis persuadé,
qu'on fera reculer le gouvernement et que peut-être même lui se rendra compte qu'elle n'est plus... parce que c'est du SOP, ce n'est pas que le temps de travail, c'est comment on économise sur le service public et la fonction publique territoriale et les collectivités comme d'habitude. Donc j'espère qu'on on va avancer s'il vous plaît. Ce qui serait Vous avez acté qu'on se battra pas. Moi, les salariés s'engagent. Les salariés... S'il y a une loi qui dit que c'est 32 heures demain, on fera 32 heures. J'aimerais bien que M. Russier s'engage à respecter la loi, tout simplement. Ce qu'il dit, c'est que la loi ne s'appliquera pas. La loi en vigueur. oui. Mais d'accord, si la loi est en vigueur, est-ce qu'il la respectera ou pas? Vous le ferez ou pas? Mais monsieur Adotin, si la loi est en vigueur, je respecte les lois. Mais tant qu'on ne s'est pas battu jusqu'au bout, très bien, je continue. Mais c'est pas très bien. C'est entendu. C'est pas très bien. Vous la respecterez. Mais vous l'appliquerez en juin 2021. En juin 2021, si ça n'a pas reculé, vous l'appliquerez. Mais moi je me battrai avec les agents de la ville que je vous l'appliquerez, vous ne l'appliquerez pas si ça n'a pas reculé en juin 2021. Oui, bon, vous battrez, on a bien compris. Très bien, on va avancer, on va juste passer à une des dernières questions un peu plus politiques de ces débats, même si on est en plein dans la politique. Parler un peu d'intercommunalité, voir un petit peu Saint-Denis à plus grande échelle. Saint-Denis, évidemment, n'est pas une enclave et pour gouverner efficacement, il va vous falloir penser votre action à une échelle plus large, l'échelle de Plaine Commune, du département, de la région ou de la métropole du Grand Paris. Un mot rapide de Laurent Russier sur Plaine Commune, qui a été présidé par un de vos amis politiques et un de vos prédécesseurs, Patrick Brabeziec. Vu de Saint-Denis, on a l'impression que parfois l'intercommunalité n'est pas toujours très efficace, qu'elle ralentit plus qu'elle n'accélère l'action publique. Est-ce que vous partagez ce constat? Et plus globalement, qu'est-ce que vous comptez faire de Plaine Commune ou qu'est-ce que vous comptez changer dans le rapport de Saint-Denis à Plaine Commune? Mais c'est réducteur. Plaine Commune, et d'ailleurs ça fait le lien avec les débats dans la métropole, heureusement, Plaine Commune et les villes qui la composent, cette coopérative de villes, a su faire avancer un débat qui était très très mal parti sur la région parisienne et la métropole a besoin de polycentralité, a besoin que chacun se sente rattaché à des commerces, à des services publics, que chacun se sente respecté. Et ce débat-là, ça a permis que les territoires, les 12 territoires de la métropole du Grand Paris, soient devenus des réalités. Ça a permis aussi qu'on arrive à avoir des territoires, mais c'est vrai aussi d'Est Ensemble, c'est vrai du territoire T12 dans le Val-de-Marne, c'est vrai de Plaine Commune, qui ne considèrent qu'on ne doit pas toujours aller dans une gestion, j'allais dire, centrifuge, où les plus fragiles sont obligés d'aller voir toujours de plus en plus loin avec l'étalement urbain. Et donc, Plaine Commune a été capable de porter un modèle, et moi je parle vraiment de modèle, un modèle dans la métropole. Mais il n'y a qu'à demander à la maire de Vitaneuse, au maire de Stein, au maire de Pierrefitte, tout le monde a avancé grâce à Plaine Commune. Après, il y a le deuxième sujet, le sujet sur lequel nous allons devoir, et je le dis, comme les opportunités de demain doivent être mises au service de la qualité de vie, oui, il y a l'enjeu de demain. Comment Plaine Commune devient plus fort sur la question de la qualité de vie. Je propose qu'il y ait une première vice-présidence qui soit en charge de ces questions. C'est pas que de l'affichage. Une première vice-présidence, ça veut dire qu'on met dans une même personne l'ensemble des politiques qui sont sur le cadre de vie. C'est aussi renforcer les moyens dédiés à la propreté. Ça sera un débat dur avec les autres maires parce qu'on croit que ça se dessine à claquement de doigts, mais il faut arriver à faire comprendre qu'on peut avoir peut-être des options ou des priorités différentes. Et moi, je me battrai pour que Saint-Denis, je sais que mes voisins d'Aubervilliers et même de Saint-Ouen auront le même combat, que les villes les plus denses, où il y a le plus de passages, le plus, parce que c'est le cœur économique et commercial du territoire, qu'on soit plus accompagné sur les questions de propreté. Est-ce que briguer la présidence, ce ne serait pas encore plus efficace? Briguer vous-même la présidence? Mais je ne pense pas que le maire, et d'autant plus le maire de la plus grande ville, soit le président de Plaine Commune. Ça veut dire que sur la coopérative de ville, je trouve que ça l'affaiblit. Par contre, ça me semble important, effectivement, que ce soit un élu qui compte. On en a beaucoup, on a une grande richesse d'élus, donc on verra. Vous souhaitez qu'il soit dionysien, par exemple? Je préférais qu'il soit dionysien, mais ça sera avec les autres villes. Mais par contre, maire, c'est un travail à plein temps. Enfin, je l'ai expérimenté depuis 2016. Ça laisse pas beaucoup de temps à avoir la présidence de Plaine Commune, qui est aussi un autre travail à plein temps. On a compris sur votre vision de Plaine Commune. Mathieu Hanotin, d'abord sur la question qu'on vient d'aborder sur la présidence de Plaine Commune. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes sur la même ligne, vous pensez que le maire, c'est à plein temps et que le maire ne doit pas être président de Plaine Commune? Bon, en tout cas, moi, je pense que ce qui guide les choix de M. Russier, c'est surtout la répartition des postes au sein de son équipe, notamment avec son agent M. Proult. On sait que les promesses ont été faites entre les uns et les autres, toi ici répondez à la et question moi là. pour vous-même. Donc, voilà. Est-ce que vous briguerez la présidence de Plaine Commune pour être... La question est plus compliquée que ça, parce que la question se posera au lendemain de l'élection, en fonction de la majorité politique pour commencer. Moi, je dis les choses franchement, ça dépend pourquoi faire, et je n'exclus à la fois rien et je ne dis rien non plus. C'est une discussion qu'on aura avec l'ensemble des élus de gauche, déjà aussi issus des différentes villes socialistes, et les choses s'appréhendent de manière différente. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas aujourd'hui la question de la présidence, c'est à quoi ça sert. Justement, en une minute, quelle vision de Plaine Commune? En une minute, quelle vision de Plaine Commune? Moi, je pense qu'il faut revoir profondément le pacte de compétences entre Plaine Commune et les villes. On est dans une situation où, je le dis, on a délégué trop de compétences à Plaine Commune. Et notamment, ou en tout cas pas les bonnes.
Sur toutes les questions qui sont du ressort de la proximité, aujourd'hui, Pleine Commune n'est pas la bonne structure. On a créé une sorte de technostructure qui ne répond quasiment à personne. Qui est quand même faiblement démocratique parce qu'on a une élection qui est très indirecte et en tout cas qui est très difficilement accessible pour les citoyens. Et donc on se retrouve dans cette excuse que M. Russier et ses élus ont sorti pendant tout le mandat, c'est pas de notre faute, c'est Pleine Commune. Eh bien ça, moi je ne veux plus l'entendre, je ne peux plus le supporter. Donc je le dis, par exemple sur la question cruciale du nettoyage des rues, eh bien je proposerai aux autres collègues maires élus demain, que ça soit une compétence qui redescende dans les villes. Y compris la gestion et la masse salariale, etc. Évidemment, tout va ensemble, pour que l'on puisse, de la même manière que pour qu'on puisse être beaucoup plus efficace. De la même manière que sur les questions de la voirie, par exemple, autant je pense que les grandes voiries structurantes, c'est très pertinent l'action de Pleine Commune, autant, excusez-moi, les nids de poules, pour avoir plus de réactivité sur les petits travaux du quotidien, eh bien, ça me paraît pertinent. Vous savez, on n'est pas les seuls à dire ça. Le maire d'Épinay le dit, par exemple, régulièrement. Il l'a même proposé, ce pacte-là, à Patrick Braouzek durant ce mandat. Et je pense que de repenser ces compétences-là, et peut-être qu'il y a peut-être des compétences qui pourront remonter. D'ailleurs, peut-être on pourrait imaginer, par exemple, que la gestion, je ne sais pas, des piscines ou autre chose puisse devenir, comme à Est Ensemble, une compétence demain territoriale. C'est une vraie question qu'il faudra poser parce que c'est la question de l'efficacité du service public et aujourd'hui on ne peut que constater, en particulier sur la question de la propreté, les dysfonctionnements majeurs du service, en tout cas sur notre commune de Saint-Denis. Laurent, si vous voulez préciser une dernière chose et puis ensuite on va... Juste de précision, Pleine Commune, finalement c'est un outil, je le dis, au bénéfice des coopératives de ville. Donc hier, Pleine Commune a dû accompagner et réaménager un territoire pour le relever et il a réussi. Demain, il devra effectivement ménager et protéger son territoire et ça fait partie des sujets qu'on abordera. Mais je vais quand même juste revenir parce que le fait que Mathieu Hanotin, une fois de plus, ne s'engage pas quand même. Enfin, ça veut tout dire de la place qu'il compte se donner si demain, malheureusement, il devenait maire. C'est un moment. Mais laissez-moi finir. Vous répondrez après. Laissez-moi finir. Vous allez bien sûr dire, je ne suis, comme vous dites avec vos soutiens, que intéressé par le pouvoir et l'argent. On a bien compris votre logorée habituel. Moi, ce que je veux vous dire, Monsieur Russier, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir. Je veux finir et puis vous répondrez après, Monsieur Russier. Je ne parle pas d'argent, je parle de cumul. Comme quoi, finalement, maire pour vous, ce n'est qu'une place parmi tant d'autres. Ça me rappelle étrangement quand même 2014. 2014, vous deviez tout donner aux Dionysiens. Première mesure que vous prenez, vous démissionnez du conseil municipal pour cumuler votre place de député, j'emploie le mot place à dessein, et votre place au sein du conseil départemental. Et demain, vous commencez à dire... Monsieur Russier, mandat. Oui, non, mais pour vous, je parle de place. Parce qu'on voit bien que pour vous, maire et Pleine Commune, ce sont que des places. Ouais. Très bien. Réponse rapide peut-être. Juste un mot là-dessus. Parce que engagez-vous, dites si vous voulez être moi, c'est pour ça que je vous ai parlé du projet. Ce qui compte pour moi, c'est pas la question, et c'est ce que je vous ai dit exactement de la présidence au Pleine Commune, c'est est-ce que j'aurai demain les moyens, par exemple, d'agir sur la propreté des Dionysiens. Et c'est ça qui compte. Et ça, je veux leur garantir. Est-ce que j'aurai les moyens, au moment où il y a les Jeux Olympiques, d'agir sur l'urbanisme. Aujourd'hui, tous les services urbanisme ont été remontés à Pleine Commune. On a un mandat qui va être crucial, déterminant pour l'avenir de Saint-Denis. Je veux leur garantir, et en vous parlant, mesdames et messieurs, que demain, si je suis maire, j'aurai ces moyens-là pour agir. On sur a bien le comment, compris. eh bien, c'est ce que nous discuterons avec les collègues. On a le droit de savoir si vous serez président de Pleine Commune demain, si vous étiez maire. Je vous rassure. On avance, messieurs, parce que le temps avance aussi. On est presque dans les clous en termes de temps. On va reprendre 2 dernières questions d'internautes avant de vous laisser le mot de conclusion. Puis on va faire un point sur le temps de parole également. Je te laisse la parole, Islande. Alors, pour les temps de parole, Mathieu Hanotin, vous êtes à 36 minutes 36 et Laurent Russier à 35,07 secondes. Voilà. 1 minute 20, vous avez vu, on réduit et puis la conclusion va équilibrer complètement. Exactement. Alors, d'abord, question de Benjamin aux 2 candidats qui portent sur le développement économique de la Plaine, qui semble très peu bénéficier aux habitants de la ville. Il donne l'exemple des entreprises type Orange qui sont venues s'installer avec leurs salariés sur le territoire. De plus, la crise du coronavirus ne remet-elle pas en cause la construction de mètres carrés dans les années à venir, avec un passage supposé au télétravail régulier de la part de ces grandes entreprises? Alors d'abord, votre position sur le développement économique de la Plaine. On commence par Laurent Russier et puis Mathieu Hanotin. Mais d'une part, heureusement que quand Orange est venu s'installer à Saint-Denis, on ne leur a pas demandé de licencier tous leurs salariés. Enfin, ça aurait été
Voilà, c'est assez incroyable. La deuxième chose, oui, ça bénéficie au territoire. Quand je parle tout à l'heure de comment on a su redonner de la dynamique, de l'attractivité, pourquoi d'ailleurs, désormais, avant il fallait aller chercher les promoteurs, maintenant c'est eux qui viennent nous voir pour leurs projets. Donc c'est parce que une entreprise, c'est aussi qui vient s'installer, et même dans le tertiaire, même dans l'entreprise, c'est aussi un environnement économique qui change. Ce sont aussi des rentrées financières, même si Sarkozy a beaucoup diminué la fiscalité économique, ça n'empêche que c'est des taxes foncières extrêmement importantes, ce sont des droits de mutation. Donc bien sûr que ça permet à un territoire, à notre territoire de se relever. Comment on fait pour qu'il y ait plus d'emplois aussi au-delà de ces taxes, etc. Mais je crois que les gens ne s'imaginent pas ce qu'était la plaine il y a 20 ou 30 ans. Enfin, c'est vrai qu'on oublie vite parfois, mais ça a permis d'accompagner le territoire. Demain, mais c'est déjà la réalité aujourd'hui, ces entreprises, et notamment les plus anciennes, je pense à Generali, qui est une des premières qui s'est installée. Generali, désormais, dans son recrutement, c'est 20 à 30% des postes qui sont recrutés, qui sont des enfants ou pas des enfants d'ailleurs, mais qui habitent pleine commune. Donc oui, une entreprise, elle comprend très bien qu'à force, elle a intérêt à venir prendre assise sur un territoire et à travailler avec les partenaires. Par contre, une chose qui est vraie dans la deuxième partie de la question de l'internaute, c'est sur la question des locaux d'activité. Dans la ville, effectivement, avec ces mixités de fonctions que je porte et que nous portons depuis longtemps, on a besoin de plus de locaux d'activité. On l'a bien vu, une entreprise s'est installée à la plaine, dans les locaux, dans les ex-locaux d'AB que nous maîtrisons pour fabriquer des masques. On aura besoin demain de beaucoup plus de locaux d'activité pour des épiceries sociales, pour de la fabrication, pour de la relocalisation. On a beaucoup parlé comment on relocalise, y compris la production. Donc oui, il va falloir qu'on ait un changement, désormais moins de bureaux, d'autant plus que la crise économique, je pense, va y baisser, et beaucoup plus de locaux d'activité parce qu'on a besoin de l'emploi qui soit justement territorial. Je le redis, dernier point quand même, c'est que ces grandes entreprises, ça a aussi permis à ce que les entreprises plus locales, Dubrac, Union Bois, Paprec et d'autres, bénéficient d'un environnement et eux, ils recrutent beaucoup plus local parce que ça fait partie des entreprises qui sont attachées à notre territoire. Merci, Mathieu Hanotin. Alors, sur la question du développement économique de la plaine d'abord et puis sur les mètres carrés de bureaux. Moi je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Roussier, c'est-à-dire que oui, ça a été positif. Voilà. Mais je pense qu'il faut maintenant réinterroger pour l'avenir sur ce qu'on veut faire. Voilà, je pense que ça a été positif parce que c'était une logique de réaménagement urbain et qu'on a besoin de partenaires comme Orange, comme Generali, comme tous ceux qui ont été cités, autant finalement dans une logique de réaménagement urbain que dans une logique de développement économique. Moi, ce que je veux, c'est penser le développement économique de demain. Comment est-ce qu'on est une zone qui devient vraiment accueillante pour les PME, par exemple? Comment est-ce qu'on crée des hôtels d'entreprises publiques ou parapubliques là-dessus, pour non pas fournir des milliers de mètres carrés de bureaux, parce que ça c'est très facile, on peut les trouver en une après-midi, mais plusieurs centaines, c'est beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce travail finalement clinique qui permet d'aller au plus près des besoins des PME qui, on le sait, si elles marchent, parce qu'il y a de la création d'activités et pas juste du déplacement d'activités, auront une plus grande facilité à recruter localement. Je pense, vous l'avez compris, donc il faut s'interroger sur la question de la nature du développement économique et je pense qu'il y a un grand enjeu qui sera un vivier d'emploi majeur autour des questions de l'accueil, du tourisme au moins dans les 4 ans qui viennent ici aux Jeux Olympiques et plus longuement dans le temps long. Et ça sera, je l'espère, très fortement pourvoyeur d'emploi local. Et on a d'ailleurs dit qu'on paierait de nombreuses formations sur le sujet dans le cadre de notre politique pour les JO. Merci. J'ai essayé de compresser. Il nous reste encore un peu de temps pour une dernière question. Une question rapide, plutôt. Alors, allons-y. Rapidement. C'est une question culturelle. Bon, c'est aux 2 candidats, mais ça porte sur les cathédrales du rail. On n'en parle pas beaucoup. Quel avenir vous envisagez pour les cathédrales du rail? Donc, ce sont 2 magnifiques bâtiments qui abritaient les ateliers ferroviaires et qui sont aujourd'hui inactifs. Donc cette personne souhaiterait vraiment des propositions concrètes. Très précise et donc vraiment en un mot s'il vous plaît. Pour les cathédrales du rail. Nous avons commencé à travailler un projet avec RFF, un Réseau Ferré de France, qui est propriétaire des lieux, avec la SNCF, pour justement revivre ce patrimoine industriel extraordinaire. C'est ce que nous portons sur la ville de Saint-Denis. Il faut que l'histoire enrichisse le présent et le futur. Et donc on a un projet effectivement qui a commencé à être travaillé, avec la période du confinement et puis des difficultés de RFF. Ce projet-là va avoir besoin d'être maturé. Ça va permettre d'ailleurs de l'échanger plus avec les habitants. Et mais c'est autour qui consiste, les cathédrales du rail, leur donner une vocation culturelle, de coworking, elles sont immenses en plus, et puis d'avoir là aussi un grand parc urbain et des constructions de logements et d'activités qui permettent de refaire vivre ce front ferré qui est assez extraordinaire. Il faudra le réaménager à l'évidence. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur lieu pour y développer un espace culturel. Moi, on l'a dit dans le programme, notamment, nous, on veut construire un grand lieu culturel autour du bâtiment Niemeyer en cœur de ville. L'ancien siège de l'Humanité et sur les cathédrales du rail.
Sur les 4 étoiles du rail, les choses sont aujourd'hui plantées, donc on lancera un appel Très à bien. projet, mais je ne mettrai pas forcément un appel à projet culturel, on sera ouvert sur différentes autres propositions, et je pense en particulier qu'il y a un manque énorme d'espace sportif sur la plaine, donc il faudra réfléchir à ce sujet-là. Très bien. Merci. Merci beaucoup Islande. Merci Ilyes Ramdani, rédacteur en chef La du conclusion. Bon Bloc. Il nous reste le temps de la conclusion. Le temps de la conclusion, vous voyez, pardon. comme Islande a le temps en tête. Alors, est-ce qu'on peut avoir les temps à jour? Il y a 30 secondes de retard pour Laurent. 30 secondes, très bien. Donc ce qu'on va vous proposer, est-ce que dans les temps vous me dites si ça colle? Mathieu Hanotin de conclure en 1 minute 30, pardon, et Laurent Russier de conclure en 2 minutes. Est-ce que ça va? Ouais, très bien. C'est Laurent Russier qui devait conclure, c'est Mathieu Hanotin qui avait commencé. Oui, donc C'est moi qui commence. Laurent Russier, tu dois conclure. Ce qu'a dit le tirage au sort. Il y a eu un tirage au sort effectivement en présence de nous-mêmes. Mathieu Hanotin, Exactement. je vous en prie. Bien, mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, je m'adresse à vous aujourd'hui avec un petit peu de solennité parce que je pense que le moment est un moment majeur pour notre ville. Dimanche prochain, le 28 juin, vous aurez un choix à faire. Un choix qui, à l'évidence, sera structurant pour les années à venir, pour notre commune et surtout pour vous-même et vos enfants. L'équipe sortante, Monsieur Russier en tête, pour moi un bilan de la ville qui est catastrophique. Oui, je le dis, Saint-Denis pour moi n'a cessé de se dégrader ces dernières années. Et je veux que nous changions de méthode d'approche. Quand j'entends Monsieur Russier dans ce débat, j'entends quelqu'un qui veut mener des combats en permanence avec des banderoles, qui veut revendiquer. Moi, je veux être un maire qui demain passe son temps à agir et encore agir à votre service. Cette envie d'agir, je l'ai au plus profond de moi-même et c'est avec vous, pour vous, que je veux le faire. Nous voulons mieux gérer pour faire plus de services publics. Nous ne voulons pas augmenter les impôts pour pouvoir faire des services publics comme la cantine gratuite, comme je l'évoquais, comme l'anglais à l'école dès la maternelle. Le 28 juin, vous aurez donc un choix clair. Soit on continue avec la même personne et c'est la même politique avec la même dégradation qui continuera, soit nous essayons d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Saint-Denis, un avenir meilleur avec la liste Notre Saint-Denis. Merci. 1 minute 20. Laurent Russier, donc vous avez 1 minute 50. Voilà. Bon, j'avais prévu plus court, mais on va essayer de... effectivement, le 28 juin, chers Dionysiennes, chers Dionysiens, oui, Saint-Denis a un rendez-vous important avec son histoire. Comme vous l'avez vu pendant le débat, sur beaucoup de sujets, Mathieu Hanotin a dit qu'il était d'accord avec ce que nous avions fait parce que nous avons un bon bilan dont nous pouvons être fiers. Et je suis persuadé que pour faire face à la crise sociale et économique qui va durer, parce que oui, le monde a changé, notre ville aura besoin plus que jamais d'un maire à plein temps, vraiment à plein temps, qui aime sa ville, qui aime ses habitants, qui s'appuie sur eux. Nous aurons besoin de femmes et d'hommes bien à gauche, qui ont fait leurs preuves. Vous l'avez vu pendant le confinement, mais nous continuerons et j'en ai l'expérience nécessaire. Le 28 juin, en votant pour la liste que je conduis, vous ferez le choix de la solidarité, du rassemblement, de l'écologie, de l'apaisement. On a besoin d'une ville qui ne se fracture pas, mais au contraire, d'un maire pour toutes et tous qui apaise. Je serais grand que le dynamisme et l'attractivité que nous avons su créer pour Saint-Denis soient autant de leviers pour améliorer le quotidien de chacune et de chacun d'entre vous. Après avoir fini de vaincre la désindustrialisation sous le précédent et les précédents mandats, après avoir initié des grands plans de reconquête du centre-ville, se battre pour obtenir de nombreux grands équipements sous celui-ci, je m'engage à ce que l'amélioration de la qualité de vie dans tous les quartiers de Saint-Denis, pour tous les habitants et tous les habitants, soit au cœur de mon prochain mandat. En 2026, Saint-Denis sera une ville encore plus verte, mais toujours solidaire, au cœur de la métropole du Grand Paris, au cœur des services, au cœur des administrations, au cœur de la culture. Elle sera aussi une ville plus sereine, car elle aura maîtrisé son développement. Dimanche 28 juin, vous voterez soit pour une ville accessible à tous et qui protège ses habitants, soit au contraire pour un candidat qui détournera les projets d'amélioration de notre ville en un mouvement d'exclusion des couches populaires et moyennes avec l'augmentation de l'immobilier. Ensemble, nous devons refuser ce projet qui n'a qu'une vision souvent misérabiliste de Saint-Denis. Le 28 juin, en votant pour moi, vous votez finalement pour vous, pour votre famille, vous votez pour l'intérêt de tous les Dionysiens. Notre équipe est plus que jamais motivée dans l'action, compétente, renouvelée. Et c'est uniquement l'abstention qui peut faire gagner Mathieu Hanotin. Alors le 28 juin, aucune voix ne doit manquer. Je compte vraiment sur vous. Merci, messieurs. Yann, je crois que tu es privé de micro, mais je crois qu'on t'entend à travers le mien. Merci au journal OJSD. Merci Mathieu Hanotin et Laurent Russier. Et merci pour la qualité de ces échanges qui permettent de voir les différences entre vos Et différents merci pour la programmes. qualité de l'organisation, parce que pour avoir un débat qui marche bien, il faut une bonne organisation. On a pu d'ailleurs
Bravo. Donc, vraiment, Merci bravo. messieurs. C'est un débat qui est encore à retrouver en vidéo sur la page Facebook du JSD et sur la page Facebook du Bondy Blog. Et donc, le compte rendu sera dans le JSD et sur le Bondy Blog. Merci et messieurs, bonne élection dimanche et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.